À chaque fois, je vous fais une présentation comme ça en mode regardez qui j'ai ramené. Cette fois, c'est Charlotte. Oui. Euh, Charlotte avec qui du coup j'ai... Ben, en fait ça me fait trop plaisir Charlotte du coup de t'avoir parce que littéralement c'est ce que... Je voulais pas le dire à chaque fois aux gens que t'allais venir sur le live parce que j'étais en mode j'ai trop envie. Ça me fait trop plaisir parce qu'on a bossé 3 ans ensemble chez Asobo. Et Charlotte arrive enfin. Les applaudissements là qui passent, ça me fait trop plaisir. Mais ouais, voilà, donc pour les personnes avec qui j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, ça me fait trop plaisir parce que ce soir, c'est Charlotte qui vient, qui était lead UI artiste chez Asobo Studio, avec qui j'ai bossé sur Flight Team pendant 3 ans. Je trouve que c'était à peu près 3 ans. Et je suis trop contente qu'elle vienne, et parce que vous l'avez déjà vu aussi sur Discord et tout, tu sais, Chat, t'avais eu l'occasion de montrer, je crois que j'avais repartagé le site que t'avais fait aussi sur les fontes de jeux vidéo. Ouais. Et t'as aussi le jeu Quadricolor sur lequel t'as bossé en indé. Ouais. Lui, pour le coup, je crois pas que tu l'as montré sur le Discord. Non, je ne l'ai pas montré sur le Discord, mais enfin, ça ne tient qu'à moi de le montrer, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas encore sorti, on est encore en early access, donc voilà. Ouais, et je pourrais vous montrer un petit peu la page Steam, on en parlera de toute façon au fur et à mesure parce que le jeu est vraiment trop beau et vous allez voir les UI sont complètement différentes, le taf de Charlotte est complètement différent en fait sur chacun des projets, donc j'ai trop hâte Charlotte, et j'ai eu plein de messages de gens qui me disaient j'ai super hâte de voir l'interview, donc mais trop hâte de discuter de tout ça. Les slides tu les connais, voilà, quelle photo de star. On a que des stars sur le live ce soir, on a eu Maya et maintenant on a Charlotte. Mais ouais, du coup, tu les connais. En vrai, c'est ce que je t'avais dit. L'objectif, c'est que on parle, on papote autour de ça. Mais en vrai, toi, si jamais t'as un truc dont t'as grave envie de parler à un moment et tu te dis, Balek, on sort des slides, y a aucun problème. Pour te présenter du coup rapidement à tout le monde, t'es anciennement justement chez Asobo, anciennement lead UI artiste chez Asobo Studio, t'as 31 ans et t'as fait... Alors j'ai essayé de trouver des trucs que t'avais sur LinkedIn, mais pareil, hésite pas à me dire. T'as fait plusieurs années en tant qu'illustratrice pour du web print ou encore des illustrations cartoon pour France TV. Tu sais que je le savais même pas, j'ai vu ça sur LinkedIn. Sur France Télévisions, je bossais sur les dessins animés un petit peu, et je suis pas restée très longtemps, hein. C'était un stage de 6 mois en l'occurrence, mais c'était très cool, et après j'ai fait un peu de free pour eux, mais ouais, Ok. c'était super marrant en tout cas. Et ben, franchement, genre, quand j'ai découvert ça sur LinkedIn, je me suis dit, attends, mais trop drôle, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Et je me rends compte qu'en fait, je me rends compte que je connaissais même pas, en fait, je connais même pas ce que t'as fait du coup avant Asobo. Et j'ai plein de questions à te poser là-dessus aussi. Mais donc, du coup, t'as bossé pour France TV, et ensuite, t'es arrivé chez Asobo en 2018, où t'as bossé pour The Crew 2, t'as fait Flight Team 2020-2024. Et à côté, donc, t'as ton site, t'as un jeu indé, et t'as plein d'autres projets que j'ai même pas forcément mis dans les slides, mais je me suis dit, si tu veux en parler, franchement, je sais que tu fais des livres à côté, je sais que... On a un peu bossé aussi sur The Motorfest, bien que ce qu'on a fait était pas dans le jeu au final, mais en tout cas, on a bossé un peu dessus, c'était sympa aussi. Quand on a enchaîné The Crew 2 et Motorfest. Et après, dans les projets à côté, ouais, je fais des livres un peu artistiques, on peut dire. Enfin, en gros, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais là, par exemple, je fais un livre sur les serpents, et en fait, c'est Ouais. un truc de graphiste, c'est du porn de graphiste, quoi. Mais enfin, tu vois, ça c'est pour ça, genre, c'est trop intéressant aussi que tu viennes parler de tout ça, parce que souvent on a un métier en tête et tu vois, c'est tout. Et toi, tu touches à littéralement plein de trucs différents. Et je vois qu'il y a Ouais. une première question qui a été posée, et je voulais te la poser aussi quand j'ai vu toutes ces infos, tu vois, sur LinkedIn. C'est genre, comment tu passes d'illustratrice UI, enfin d'illustratrice à UI designer dans le jeu vidéo? Alors, en fait, c'est parce que c'est ça qu'il faut remettre dans l'ordre, hein, c'est que j'ai fait un master en game art, en fait. Donc, j'ai fait une école de JV quand même. Donc, en fait, et donc, en stage, j'ai fait des stages d'illustration, mais à la base, j'ai fait une école de JV. Donc, ça m'a permis de faire de la UI sur des projets et tout ça. Donc, pour ceux qui me demandent l'école que j'ai fait Isard Digital, Ok. qui est une école un peu connue, enfin, quand même connue même tout court à Paris. Ouais. Heu en fait, j'avais appris la 3D, le concept art, et du coup, il y avait un tout petit peu de d'UI forcément sur les projets, et en fait, du coup, j'étais en sortant de l'école, j'étais un peu en illustration et compagnie, en concept, et en fait, en soi, ça marchait pour moi et tout, mais il me manquait un peu cet aspect un peu, vraiment prod de jeu, et cetera, et cetera. Mm. Je trouvais qu'on était un peu solo, on n'était pas trop les mains dans le cambouis non plus. On discutait, il manquait aussi cette interaction avec vraiment que tu as cette promiscuité avec les designers, les codeurs et tout ça.
Ouais. Je suis allée, il y avait une offre en fait chez Asobo et j'ai postulé, j'ai été prise et j'ai beaucoup de chance parce que, la personne qui a été mon mentor a cru en moi dès le début et je sais qu'il est là ce soir. C'est une belle histoire. Est-ce qu'on peut dire son prénom? Genre, coucou, Ouais, coucou Seb. on peut dire son prénom, il s'appelle Sébastien. Ouais, Sébastien et Charlotte, bah, du coup, chez Asobo, étaient vraiment littéralement comme cul et chemise. Voilà, c'est beau que tu parles de lui aussi ce soir. Et s'il est là, ça me fait rire aussi, quoi. C'est trop mignon. Et ouais, et attends, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était passée aussi, donc j'en profite. Ça va être un peu le bordel, hein. Tant pis pour les slides, au pire, on arrive sur des slides et on se dit, on les fait sauter si jamais on a déjà dit. Mais toi, est-ce que depuis toute petite, parce que je crois qu'on en a déjà parlé et que tu kiffais le jeu vidéo depuis très tôt, est-ce que depuis toute petite, tu t'étais dit, vas-y, let's go, c'est le jeu vidéo que je veux faire, ou est-ce que tu avais d'autres idées? Ouais, c'est dès la sixième en fait. J'ai eu la chance d'avoir une famille assez ouverte sur la chose, si je peux dire, sur les métiers artistiques et tout, ce qui n'est pas une chance donnée à tout le monde, hein, franchement. Et donc, en fait, tout de suite, je voulais faire ça. En tout cas, je n'avais pas conscientisé que je voulais être UI artiste, mais je voulais être graphiste de JV, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, j'ai direct pris la voie pour faire un bac à appliquer. Et en fait, de là, après, j'ai passé, une fois que j'ai eu mon bac, le, euh, le concours des arts déco et ISAR Digital. Et en fait, je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit à personne, hormis deux, trois personnes. C'est qu'en fait, j'avais été acceptée aux Arts Déco et en fait, j'ai refusé pour aller chez Isart. Et je l'ai jamais, enfin voilà, je voulais pas le dire parce que sinon, je pense que ça aurait fait beaucoup, beaucoup enfin ma mère aurait pété un câble, je pense. C'est trop drôle ça, mais c'est ouf, tu vois, à chaque fois qu'on parle des parcours et des trucs comme ça. En fait, ce qui me tue, c'est que je me rends compte que je connaissais même pas ton parcours avant. Et pour moi, enfin, c'était en mode, ouais, mais Charlotte, ça a toujours été jeux vidéo, ça a toujours été Asobo. Et, euh, et attends, je voulais te demander un autre truc que j'ai complètement zappé aussi. Euh, Est-ce que. Non, mais non, si, j'ai zappé en fait. J'ai zappé ma question, elle va revenir au fur et à mesure. Hop là, pour ceux, je l'avais déjà dit, hein, je parle pas mal d'Asobo et tout, donc vous savez très bien que j'y étais aussi. Remise en contexte rapide, il y a Plectel, il y a HoloLens, enfin HoloForge, et il y a Flight Sim voilà, 2024 et d'autres jeux entre guillemets. Donc on fait une présentation très rapide pour les personnes qui connaîtraient pas Asobo. Et donc ton parcours, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc effectivement, toi, t'as fait une école de jeux vidéo, donc t'as fait l'ISART. Comment. Alors, t'en as parlé très vite fait déjà, mais donc t'es rentré d'abord en tant que game artiste chez Pooch and Tyranny. Ouais, c'était une toute petite start-up. J'avais fait des environs en pixel art pour eux. Voilà. C'est tout, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ok. C'était C'est juste suite à un un, stage et tout en école ou c'était. c'était un stage pendant ma licence, enfin l'équivalent de ma licence, ouais, c'est ça. Et Ok. parce que on avait forcément c'est une école en alternance et tout. Puis après, j'ai été entièrement en contrat pro à Isart. C'est juste la première année où j'étais en stage. Voilà. Et j'allais dire ça aussi parce que toi, t'es hyper proactive et tout dans tout ce que tu fais. Genre, t'es hyper proactive, t'es hyper déter, tu touches à tout. Est-ce que, tu vois, à ce moment-là, genre, c'était facile de trouver des stages ou est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est potentiellement plus compliqué? Est-ce que t'as des conseils potentiellement à donner à des personnes qui voudraient être UI designer Alors, bah, c'est un peu compliqué parce que Seb serait là et je vais répéter du coup ce que dit Seb et il a raison. En fait, chaque boîte de JV a un peu sa propre cuisine, tu vois. Et donc, c'est difficile de faire une règle sur comment être recruté parce qu'en fait, ça dépend de la philosophie de chaque boîte. Mais en effet, si tu veux te faire un book, enfin, ce qui compte le plus, c'est le book avant l'école. Hmm. Ça, il n'y a pas de débat. Même tu n'as pas fait d'école, si tu as un bon book, ça, ça passe. C'est juste que, en effet, en ce moment, on connaît actuellement dans le JV, c'est pas simple pour trouver du boulot en ce moment. Mais Ouais. mais du coup, comme j'étais dans la position de recruteur en tant que lead, parce on a cherché à recruter en UI de JV, donc je peux dire par exemple ce qui moi me posait problème dans des ouais, dans des postulants, dans des boucles de postulants, c'est que tu postules, t'as pas de JV, c'est compliqué. Alors je dis pas qu'il faut avoir bossé avant dans le JV, mais il faut au moins que tu aies fait je sais pas, tu fais des petits
tu t'imagines une interface de JV, enfin, tu mets des trucs dans ton book. Sinon, c'est difficile de se projeter pour les recruteurs. D'autant qu'en fait, souvent, il y a beaucoup de Hmm. candidats qui viennent du web, qui se disent que en fait, je viens du web, donc je peux bosser en UI de JV. Or, c'est quand même pas le même métier, en fait. Et ça, faut en Ouais. être un peu conscient. Ça veut pas dire que les gens du web peuvent pas venir dans le JV, ça veut juste dire qu'en fait, il faut que comme en fait la manière de travailler est pas la même et cetera, il y a aussi ce côté en UI de JV où il faut savoir un peu dessiner quand même. Hmm. Heu et c'est pas forcément le cas quand tu fais du web, en fait, parce que tu peux utiliser des templates WordPress ou des trucs comme ça Clairement. et en JV, il peut y avoir des trucs où on te demande, d'envoyer du gros steak en art, quoi. Et là, faut pouvoir le faire. Donc, moi, je dirais avoir je suis pas très fan des redesigns, par exemple, de UI de JV. Ça, Ok, ça c'est intéressant. c'est un avis perso, hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui le partage. Je préfère que quelqu'un ait dans son book, je sais pas comment expliquer, mais, Tu un recrées avec ta programme patte et tout. plutôt qu'un redesign de JV, dans le sens où le problème des redesigns en fait, de JV existants, c'est que souvent, déjà dans les books, c'est pas clair si c'est un redesign ou pas, ou alors c'est écrit en tout petit, ce que je trouve pas très cool pour les vraies équipes. Même après, en tant que, par exemple, quand tu bosses, tu cherches des refs, et en fait, Hmm. c'est trop galère parce que tu penses avoir trouvé le book d'un des UI artistes, je dis n'importe quoi, de Doom, et en fait, tu te rends compte que c'est un redesign et ça te saoule. En fait, ça te saoule de fou parce que tu t'es là en mode ah non, mais en fait, moi je veux le vrai truc. Et donc, rien que pour ça, et puis aussi enfin, pour le fait que ça soit pas très cool pour les équipes, je suis pas très fan. Ok. Et aussi, je dirais, parce que en fait, refaire un redesign sans connaître les contraintes tech, les discussions intérieures et compagnie, je trouve ça un petit peu facile et c'est pas se mettre vraiment au même niveau que. C'est toujours facile de dire qu'en fait, moi, je pourrais faire mieux parce qu'en fait, regarde pourquoi il a pas fait ça. En fait, ça se trouve, il a pas fait ça parce qu'en fait, Parce le que. gars, heu, il pouvait pas, il y avait une vraie contrainte d'accessibilité que tu Hmm. prends pas en compte pour faire ton redesign. Donc c'est intéressant, c'est pas inintéressant, je dis pas, mais c'est un peu facile. Je préfère les gens qui se mettent dans des situations où vraiment il y a des vraies contraintes, quoi. Et du coup, tu conseillerais de faire quoi, tu vois, concrètement, pour qu'ils puissent montrer qu'ils ont justement bah, tout ça. Genre en mode, je fais pas juste un redesign en mode, voilà Ouais. comment j'aurais fait si j'avais pu, mais c'est je montre qu'il y a des vraies contraintes et tout. Tu proposerais quoi? Bah, par exemple, mettons, tu as une BD que tu aimes bien, enfin, tu veux faire, par exemple, l'adaptation de La Horde du Contrevent en Hmm. JV. Ça, par exemple, je trouve ça intéressant parce que tu te bases sur un truc qui existe déjà dans la littérature et tu te dis, bah vas-y, je vais l'imaginer, qu'est-ce que ça donnerait s'il y avait un jeu de ça? Donc ça, je trouve ça intéressant. Et après, bah, en fait, en termes de contraintes, c'est si tu fais en plus de l'inté dans Unreal ou dans Unity, exemple, ou Godot ou whatever, bah là, tu te mets un peu dans des contraintes un peu tech. Alors, c'est sûr que c'est très minime par rapport à une vraie prod, mais c'est quand même intéressant pour le coup. Ok. Et je vois, j'en profite parce que tu vois, genre, il y a une question là qui est tombée en mode. Alors, je cale quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, vu que les annonces, tu sais, c'est souvent UX UI. Vas-y, j'ai deux questions en même temps. Souvent, les annonces, c'est genre UX UI. Et du coup, Ouais, je sais que moi, il y a des gens qui m'écrivent en disant est-ce qu'il faut faire la UI, tu vois, genre quand je veux faire une étude des cas. Moi, je suis en mmh, mode je suis juste UX. Je conseille de mettre à balle ce que tu sais faire en UX. Pour le coup, les études de cas, de redesign et tout, c'est un truc qui est intéressant si tu montres les contraintes et tout en UX, encore une fois. Parce que ça ouais. montre que tu t'es posé des questions, comment tu aurais designé, enfin ça montre toute la démarche UX. En UI, je comprends de fou ce que tu dis. Mais du coup, toi, quand tu regardes justement les portfolios UI et les books, est-ce que ça t'intéresse d'avoir une partie UX et réflexion de, tu vois, comment c'est navigable et tout, ou est-ce qu'au contraire, tu veux quelqu'un qui se focus bien plus sur l'art? Bah, en fait, ça dépendra du poste aussi. C'est que tu vois, en UI, tu peux avoir des profils où, par exemple, sur une prod, on va rechercher plus un UI, un qui cible un peu plus du tech, un qui va cibler un peu plus de l'art. Mais dans tous les cas, c'est super important pour moi. Alors, ça dépend encore une fois, chaque boîte est différente. Mais chez nous, à Asobo, on privilégie beaucoup, beaucoup une tête bien faite. C'est-à-dire, Ok. en fait, en gros, si tu es juste là à te dire. Euh, quand par exemple un UX va te donner un wireframe, à pas te poser de questions, à pas essayer de le Hmm. comprendre, ça marche pas. C'est pour ça qu'en fait, si on fait un test qui teste ce genre de truc, en fait, chez Asobo. Le test d'entrée, il te permet de tester ton Et, cerveau, quoi, si tu veux dire. Et aussi, par exemple, en fait, il faut juste aller plus loin. C'est-à-dire que, par exemple,
un designer va venir te voir, il va te dire: «Il me faut, une barre de vie sur mes mobs». Non, en fait, il te faut pas une barre de vie sur tes mobs. Ce qu'il te faut, c'est, qu'on comprenne tes mobs, ils prennent des dégâts, tu vois? Et Mmh. là, en fait, on peut discuter parce qu'il y a peut-être d'autres solutions visuelles que de rajouter une barre de vie. En fait, c'est ça Ouais. qu'on cherche à challenger, en fait. Et c'est ça qui était trop intéressant avec Charlotte, du coup j'en parle dans le chat aussi, parce que tu vois souvent on est en mode: «Ah c'est UX, UI et tout» et en fait, ce que tu perds alors, je sais que le job du UX est questionné, encore plus, tu vois, avec les licenciements et tout ça. Mais en tout cas, ce qui était trop intéressant en bossant avec toi, c'est qu'il y a tout ce travail, tu sais, de 2 personnes qui ont 2 métiers différents, 2 aspects différents et qui voient les choses différentes et je trouve qu'à chaque fois qu'on bossait ensemble, c'était pas genre, on fait un design avec les game designers et toi, comme certains disent, c'est mettre la peinture, tu vois? Pas du tout, c'était genre tout un travail de réflexion, des trucs où des fois, je te donnais des wireframes et derrière avec l'art que tu mettais, ça avait plus la même tête et ça faisait réfléchir à d'autres choses qui étaient trop intéressantes. Donc ouais, Ouais, ça c'est c'est ça trop intéressant. fait ça dans notre formation aussi, c'est qu'en fait, on se laissait quand même, de la place chacune, ça j'avais trouvé ça super cool. Et ça, c'est vrai que c'est important quand on recrute un UI, c'est qu'il aille plus loin que juste le wireframe et pas s'arrêter à ça. Donc, on aimerait toujours beaucoup plus itérer. Il y a toujours Mmh. des contraintes de temps, donc qui nous font souvent nous stopper un peu dans l'itération de certains trucs. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée, ouais. C'est l'idée, c'est d'aller toujours plus loin, et de pas s'arrêter. Je trouve que l'exemple de la barre de vie que je viens de dire, tu vois, il est Mmh. assez révélateur, par exemple. Ouais, c'est cool ça. Et j'ai vu qu'il y avait, alors que je retrouve le message, il y a Imperloise qui dit, alors ça risque d'être un long débat, tu me dis si jamais tu as la flemme de répondre à cette question, je sais que ça peut être compliqué, ça peut être très court comme ça peut être compliqué. C'est genre: «Qu'est-ce que vous pensez toutes les 2 des IA génératives?» Et tu vois, là, on parle des books et tout ça, je sais qu'il y a des gens des fois qui utilisent ça pour aller plus vite. Toi, tu en penses quoi? Moi, j'ai un avis assez, neutre sur le sujet, c'est-à-dire que, Mmh. de base, déjà, en UI, actuellement, en UI de JV, il y a rien qui fait le taf. Donc déjà, la question, elle se pose même pas, en fait, pour le JV, c'est que je parle bien en JV et en UI, hein. C'est-à-dire qu'en Mmh. ce moment, il y a rien qui est utilisable, donc on se pose même pas trop la question, tu vois? Si je Ouais. si je peux dire. Après, si on étend ça, du coup, alors après, il y a l'IA, donc si on parle c'est un terme un peu maintenant, c'est devenu un gros mot, IA. Mmh. Ça existait depuis bien longtemps et les gens mélangent aussi l'IA et génération d'images, donc voilà. Si on parle de la génération d'images, moi, je pense que, il y a aussi une histoire un peu de à un moment, il y a eu la mode aussi des là, je parle de ça, je fais un petit aparté, mais il y a eu la mode à un moment des photos tu sais, des photos sur Photoshop hyper retouchées. Maintenant, Ouais. on est de nouveau après à une mode un peu plus naturelle. Maintenant, je vois, il y a un retour un peu à des trucs plus, heu pure, et cetera. La mode, c'est un peu un cycle et l'IA, en fait, ça sera toujours là, ça c'est sûr. Mais par contre, ce côté, aimer le style, IA, tu vois? Parce que ça a quand même une patte, l'IA, Ah ouais, vraiment. c'est possible que ça passe un peu, tu vois? C'est-à-dire que les gens, pour le moment, c'est un nouveau joujou dont tout le monde utilise et c'est peut-être possible qu'au bout d'un moment, en fait et puis qu'il y a un peu cette trend de se dire: «On va se passer des artistes ou des codeurs et cetera, il n'y en aura Ouais. plus besoin». Et comme Musk peut dire, qu'il veut faire un jeu, par exemple, sans développeur et qu'avec de l'IA, en fait, il faut laisser les gens faire. Ils vont tester, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir quand même toujours besoin d'humains et après il va y avoir, je pense, en tout cas c'est mon opinion, un rollback où les gens vont re-embaucher des gens, par exemple. Ça c'est mon opinion. En tout cas, il y aura toujours besoin d'une main humaine, quoi qu'il arrive et Mmh. du coup, je suis pas inquiète, à titre perso de perdre mon boulot et si je devais perdre mon travail, bah, malheureusement, en fait, c'est aussi ça l'évolution et le changement et le progrès, et c'est qu'en fait, il faut qu'on s'adapte et donc je pense qu'on aura plus à gagner à s'adapter, quitte à utiliser, les outils pour devenir juste encore plus fort. Ouais. Après, voilà, c'est une position qui est un peu, je comprends clivante, hein, Ouais, c'est mais dur ce sujet, hein. c'est un sujet qui est difficile. C'est un peu facile aussi de dire ça dans mon cas parce que pour le moment, j'y suis pas confrontée en UI de JV, quoi. Donc voilà. Ouais. Mais Et je sais que c'est un sujet qui fait vachement peur à pas mal de personnes aussi qui sont en mode de remplacer tout. Je sais totalement qu'il y a des sujets, tu vois, de gens qui sont en mode, bah, en fait, il faut, prendre le pas, bah, si on veut, s'adapter. Il y en a d'autres qui sont en mode, refus catégorique. Après, c'est ce que tu disais, il y a une énorme différence entre, génération d'images et l'intelligence artificielle au sens large où, en fait, ça existe depuis hyper longtemps. Par exemple, dans les logiciels de Photoshop, tu vas ouais, vouloir faire des petites bidouilles et tout, il y avait déjà ça, quoi. ouais, En ouais. UX vas-y. Non, je suis d'accord, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est devenu un gros mot, un peu à tort, voilà.
C'est juste ce que je veux dire, quoi. Et il y a des trucs, c'est vrai, qu'il faut encadrer. Donc, par exemple, les copyrights et compagnie, ça, je suis tout à fait d'accord. Et ça Ouais. va finir par être encadré. C'est juste que comme tous les trucs nouveaux, ça prend du temps. Il y a un espèce de flou juridique aussi sur la question. Mm. Donc voilà, en fait, on va y venir, mais je serais très curieuse, en tout cas, quand il y en aura dans l'œil de JV. Et ça va finir par arriver, ça c'est sûr. Hein, ça va à une telle vitesse que voilà. Mais je serais très curieuse et voir si on peut pas, en combinant nos forces, à être encore plus fort, en fait, de voir ça comme un outil pour être encore plus costaud, quoi. Voilà. Ouais, et encore une fois, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce que on a vu dans toutes les différentes interviews, ça dépend vraiment des métiers. Typiquement, le métier de de concept artiste, pour le coup, quelqu'un qui va utiliser de l'intelligence artificielle à balle au lieu de faire des concept art, c'est bien plus compliqué que de l'intelligence artificielle qui va être utilisée, comme ce que j'en parlais à un moment dans un autre live, en UX. Ou en UX, ça va être par exemple trouver des mots plutôt que de mettre du lorem ipsum quand on te demande de faire très très vite un wireframe. Après, pour répondre à la question, parce que c'était un peu UX UI, moi personnellement, je suis pas trop inquiète non plus pour le métier du UX designer à cause de l'IA. Je le suis plus de manière générale dans le jeu vidéo parce que voilà, l'UX design c'est galère en ce moment vu tout ce qui se passe. Mais je suis un peu comme ça. Genre, en tout cas, j'ai espoir que les gens testent et que de toute façon on se disent qu'il y a toujours besoin d'un humain. En UX design, je vois mal comment une intelligence artificielle de toute façon peut complètement remplacer la réflexion que tu peux avoir sur des choses, où très rapidement tu pourrais avoir un design de bah voilà comment on aurait fait mieux, mais dès que tu commences à prendre manette en main, à prototyper, à voir les contraintes et tout, tu te dis bah en fait c'est des flows bien plus complexes. Et mais bon, peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je suis dans le déni, à voir. Sujet Non, complexe. après, voilà, si on parle 2 minutes des concept artistes, tu vois, par exemple, je comprends tout à fait que ça les inquiète. Après, quand je vois qu'il y en a énormément qui font du photobash, ils se sont jamais posé la question de créditer les photos qu'ils utilisaient pour faire leur concept art, quoi. Donc Ouais. là, tout d'un coup, ça pose problème parce que parce que c'est comme d'habitude, en fait, quand ça te touche directement, on est beaucoup plus véhément, mais ils utilisent des photos et ils font du coup, enfin, ils les mettent dans leur painting depuis 1000 ans et les photographes, on les a jamais entendus. Enfin, il y en a même si, il y en a certains qui sont montés au créneau à l'époque, hein, mais et voilà, et là, pour ça, ils créditent personne, hein, quand ils font ça. Donc, Et il y a Colzen qui dit après, malheureusement, la capacité à générer de lui et la patte reconnaissable, ça finira par passer et il ne reste plus que l'impact sur les corps des métiers. Ouais, non mais c'est un sujet vaste, hein, c'est pour ça. Genre, à chaque fois, je trouve que c'est hyper dur de répondre à la question. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant là d'en parler vite fait en se disant est-ce que si quelqu'un utilise de l'intelligence artificielle dans son book, tu vois, si c'est genre, enfin c'est galère parce qu'encore une fois métier de concept artiste c'est chaud parce que tu te dis effectivement la réflexion et tout ça comment ça se passe. La UI en termes de design s'il y a un moment je sais pas t'as une illustration et t'es pas illustrateur, est-ce que c'est un truc c'est chaud de le faire ou pas, galère quoi à savoir. Est-ce que enfin ouais voilà quoi bref. Après il y a une différence aussi entre en avoir dans son quand je dis book, c'est dans ton, je sais pas, dans ton blog, dans ton Insta, qui est un truc un peu de la sphère privée. Et en tout cas, les gros studios AAA, ils font, en tout cas, ceux avec qui j'ai pu discuter sur le sujet, ils font très attention, c'est-à-dire que ils prendront pas le risque d'utiliser de la génération d'images dans leur prod, quoi. Et Ouais. s'il y en a, c'est parce que il y a des trucs qui ont bypassé des trucs, etc. Mais clairement, les boîtes ont tellement peur des backlash qu'ils iront pas là-dedans, quoi. Sauf Pour le moment. Microsoft qui a l'air de dire que pour l'instant, bah, c'est un autre sujet ça encore, mais genre qui a l'air de dire que là ils mettent à balle de thunes dans l'intelligence artificielle, mais ouais. En tout cas, il y a pas mal de studios qui font comme mon bouclier aussi là-dessus, qui sont peut-être Clairement. chauds pour utiliser en pré-prod pour faire un genre de mood board, quoi, mais qui ne mettront rien dans le jeu final, quoi. Ouais. Et NeedFX, je vois que tu dis qu'effectivement, avec le temps, tu vois bien dans le digital web la standardisation des designs. Ça, dans le web, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'effectivement, ce qui est un peu flippant, il y avait des gens qui avaient testé ça, de faire des UI et des interfaces littéralement de web avec l'IA. Mais je sais pas, genre, tu vois, en tout cas, dans mon cas, jamais j'ai vu des designers dire ok, on génère toute une interface avec l'intelligence artificielle et derrière on voit ce que ça donne. Jamais. Et je verrais pas du tout l'intérêt de rendre ça aussi standardisé pour tous les jeux, alors que l'objectif justement c'est d'avoir une patte bien spécifique pour chacun des jeux. Et encore une fois, c'est peut-être hyper optimiste. À voir. Ouais, on verra. Moi, je suis de voir comment ça va. Vas-y.
suis un peu, du coup, c'est ce que je disais, c'est que j'ai pas tellement d'avis. Je suis un peu wait and see, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, je demandais ton premier poste dans le jeu vidéo, mais donc clairement, c'était pas à Sobo Studio, puisque tu avais été chez Puch and Tyranny un petit moment. C'était un stage. À Sobo Studio, ça a quand même été vraie porte d'entrée, quoi. Ah ouais. Et Euh, c'était super. Et d'ailleurs, chez Asobo, t'es rentré. Alors, ça, c'est plus pour les personnes qui potentiellement voudraient être UI designer. Comment est-ce que tu pourrais parler de ton évolution chez Asobo en termes de steps, en mode comment t'es arrivé, au bout de combien de temps t'es monté petit à petit, pour se donner une idée? Ouais. Alors, j'ai pas les dates exactes en tête, hein, mais j'ai commencé C'est pas grave. j'ai commencé junior. Et en plus, je suis restée 7 ans et demi chez Asobo. Et donc, après, je suis passée confirmée au bout de 1 an et demi. 1 an et demi. Et je crois qu'au bout de 5 ans, je suis passée associate lead. Et Mm. au bout de 6 ans, lead. Voilà. Ok. Ouais, donc Donc, en du fait, coup, effectivement. je suis passée très jeune. J'étais la plus jeune lead de la boîte à ce moment-là quand je suis passée lead. Ah ouais, clairement. Et l'une des seules femmes, d'ailleurs, en tout cas dans le design et tout, c'est ce que tu m'avais dit. Genre, on en avait parlé à un moment en disant, Oui, oui. souvent c'est. Ouais. Ouais. Donc, Mais c'est pour le cool. coup, ça, c'est un vrai truc que je dis, je fais très attention à ça, c'est que c'est pas la faute des boîtes, en tout cas, pas toutes. C'est pas le cas là où j'étais, en tout cas, c'est pas la faute des boîtes, il n'y a pas de femmes. Désolée, il y a mon chien aussi qui fait du bruit. Euh, en vrai de vrai, en école, il n'y a pas 50-50, quoi. Mm. C'est compliqué pour les boîtes d'embaucher des nanas si déjà à l'école, il n'y a pas 50% de nanas, quoi. Non, Donc, mais je disais ça parce que tu sais, on en avait parlé ensemble en mode je trouve ça cool et genre littéralement il y a. Et c'est pour ça que je suis contente que tu viennes sur live parce que je veux dire, let's go, un exemple de femme lead qui vient. Et déjà, même moi en termes d'interview ou de personnes qui viennent parler de leur jeu, c'est ce que je t'avais dit, genre j'ai tellement peu de femmes en fait qui viennent le dire. Les personnes qui viennent, souvent c'est genre en mode je dois venir en disant j'adore ce que tu fais, vas-y, est-ce que tu veux venir? Et spontanément, après peut-être que les femmes ont pas envie de venir sur mon live, tu vois, mais genre spontanément, j'ai plus de mecs qui sont en mode je veux venir et parler. Et tu sais, on en avait parlé même pour Women in Game et tout, en se disant ça serait cool de plus mettre des femmes en avant, même lead et tout, pour avoir, je sais pas, des exemples cool, des trucs assez inspirants. Et donc c'est pour ça que je le relevais, genre pas du tout en mode Asobo quoi que ce soit, c'est juste, c'est non, cool, mais quoi, c'est cool. ouais, je faisais juste une petite aparté parce que je trouve que c'est important parce qu'en fait, au cas où il y avait des confusions dans le chat, Ok. je trouve qu'il y a un vrai effort des entreprises actuellement, et en tout cas en France, sur le sujet, et c'est top, franchement. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de représentation de femmes Ouais. lead qui prennent la parole. Je vais en citer, en effet, comme tu disais, Women in Games ou ce genre de choses. Mais le fait est qu'en fait, souvent, les familles, en fait, elles n'ont pas le temps. Enfin, les gens lead, en fait, et les C'est directeurs, en fait, dommage. pas plus le temps, en fait. Pas plus le temps. C'est très difficile, c'est très dur de trouver, tu vois, des intervenants qui viennent en école de JV, qui ont des hauts postes, parce qu'en fait, pareil, en fait, ils ont plus trop le temps. C'est souvent des anciens de chez machin qui viennent, ça oui, Ouais. mais des gens qui sont encore en poste et tout. C'est un peu compliqué parce ils ont 1 milliard de réus, ils sont sous l'eau, et ils ont parfois une vie de famille à Ou gérer. après, moi, j'ai eu des cas de gens aussi qui avaient un peu plus la flemme, tu vois, qui étaient en mode de toute façon, ils sont dans un studio dans lequel ils sont bien, et donc ils sont en mode, voilà, pas spécialement envie de parler des fois. Ouais, Mais, ouais, ouais. je vois qu'il y a Furiana qui demande à quel âge t'as été lead. Donc là, t'as 31, t'as été lead. Ouais. J'étais lead j'avais 29. J'avais Ouais. 29. Non, franchement, c'est trop cool ça. La boss 7 ans lead UI. Et Euh, merde, je voulais. Ah oui, il y a Idriades qui t'a posé aussi comme question. Est-ce que tu peux. Alors putain, cette question, je la trouve dure à chaque fois. Est-ce que c'est quoi une journée type pour une lead UI? Et toi, c'était particulier parce que tu produisais à balle en plus. Ouais, voilà, c'est pas le cas de tous les leads, en fait. Mm. Souvent, quand t'es lead, tu produis un peu moins parce que t'as forcément une question t'as pas mal de réus, de management, forcément dans tous les cas, etc. Donc, t'es forcément un peu occupé, mais donc moi, pour le coup, j'ai pas moins produit, hein. Donc une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type, hein. La vérité, c'est que souvent, Ça change tout le temps. tu regardes tous tes mails en arrivant, tu regardes les réus de la journée. Ça fait des réus tous les jours.
enfin quasiment. Et en fait, tu fais un peu ton planning de la journée en fonction de tes réus, quoi, tu vois. Et Ouais. après, en fonction des demandes aussi, des milestones, de tout, donc des délivrables que tu as à faire sur la période donnée, quoi. En l'occurrence, chez nous, c'était toutes les 5 semaines, comme ça, c'est un mois et Mm. demi, comme ça, on avait une milestone avec des délivrables à faire. Et voilà, et après, on essayait d'être assez souple quand il y avait des demandes en flux tendu, un peu plus organiques, agiles, si je peux dire. Toi, tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ah, tu peux me faire ça là tu vois, genre, on rend service et on essaye d'être rapide et efficace, quoi. Donc ça, c'est à peu près la journée type. Et c'est plus. Je dirais qu'il n'y a pas tellement de journée type du coup, à part que ce Ouais, que je c'est viens de dur. dire dans le procédé, tu vois, de comment, quand on arrive, ce qu'on fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est plus de voir comment ta journée type évolue en fonction d'où on est dans la production. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire Clairement. qu'en fin de prod, tu fais pas les mêmes choses qu'en début de prod, par exemple. Voilà. Et il y a un autre truc aussi qui était vraiment cool bah, avec toi, tu vois, c'est que parce que là tu parles du fait que tu t'adaptes vachement. Toi, alors je vais essayer de séparer les deux sujets pour pas tout mélanger. Je voulais parler du fait que tu touchais à plein de trucs complètement différents parce que tu as aussi bien fait de l'illustration que du motion design, que tu vois par exemple faire de la doc aussi. Je sais qu'il y avait un truc qui était trop agréable avec Charlotte, c'est que en fait quand par exemple moi je faisais des wireframes et que je mettais les flows que je vous avais montré le chat du coup sur Miro en mode comment on organise certaines choses. Charlotte, en fait, elle reprenait aussi, donc une fois qu'elle avait fait tous les designs de ses écrans, elle en refaisait aussi une énorme documentation où elle mettait à dispo bah, aussi tous ses écrans UI. Donc il y avait deux formats, il y avait vraiment le format flow où moi je prenais ses écrans UI que je mettais dans le flow, mais elle aussi elle faisait toute la doc là-dessus qui était hyper clair, hyper carré pour que les devs puissent voir un autre format hyper rapide. Et donc il y avait vraiment cette partie où je sais que tu faisais donc toutes les itérations dès que moi je revenais vers toi en mode coucou, en fait c'est la merde, on nous a demandé de rechanger le wear and tear de Flight Sim et tout, on le bougeait à l'infini, toute la doc que tu faisais, toutes les motion design où on a beaucoup bossé ensemble, c'était trop bien ça aussi, où hyper rapidement. Alors il y avait aussi Mathieu qui bossait un peu avec vous, mais il y a un moment toi tu faisais vachement tout le motion design et on itérait ensemble dessus, enfin tu touchais à plein de trucs différents très clairement quoi. Et tant de motion design, je l'ai fait un tout petit peu, mais c'est vrai que pas autant que ce qu'on aurait aimé en faire. C'est-à-dire que on a engagé un freelance qui a fait beaucoup de motion, ouais. Bon, on en a au final pas tant que ça intégré dans le jeu parce que c'est ça la vie d'une prod Galère. aussi. Mm. Mais ouais, et c'est vrai que ce truc, en fait, pour expliquer un peu au chat, c'était qu'en fait, je faisais un gros, énorme JPEG où je mettais tout le flow dans le JPEG, donc tous les écrans avec les liens, bah, comme un Miro, quoi, mais sur un énorme JPEG. Et en fait, parce que rien que ça, en fait, le flow de Miro que faisait Maureen, du coup, était super intéressant parce que c'est beaucoup plus design, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi dans les prods, et ça, enfin, je pense que tu as déjà dû en parler, hein, que déjà cliquer sur un truc, sur un lien, c'est déjà énorme d'un point de vue utilisateur, tu vois, pour les gens. Donc, cliquer sur des liens Miro ou avoir du coup différents liens Miro, en fait, pour les gens, c'était déjà trop. Donc, en fait, j'avais fait un dossier où il y avait que des JPEG et en Ouais. fait, des énormes JPEG par feature. Et en fait, parce que juste pour les développeurs, c'était plus simple. Ouais, c'était plus Ouais. simple et on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux. On n'avait pas ça au début sur Flight. Et c'est avec le temps, bah, tu te rends compte, en fait, c'est de trouver le sweet spot pour trouver ce qui convient le mieux à tout le monde. Donc ça demandait de toujours tenir tout à jour, ce qui est un peu Ouais, vraiment. euh, fatigant. Ouais. Mais si tu as une bonne rigueur et tout, c'est pratique d'avoir le Miro et ça, c'est super. Voilà. Attends, Parce qu'en mais, fait, attends, mais meuf, c'est pas pour les mêmes personnes. Vraiment. ouais, c'est ça, c'est pas pour les mêmes personnes, pas pour les mêmes contextes. Le Miro, ça va plus être, j'en sais rien, pour les programmeurs ou pour les designers qui veulent se poser des questions et les game designers de qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, quels sont tous les différents cas. Là, pour le coup, c'était vraiment écran par écran, qu'est-ce qui existe. Mais tu sais que je les ai, ces écrans, parce qu'en fait, je les avais récupérés pour un cours. Est-ce que t'es OK si jamais j'en montre un ou pas? Vas-y. Pour que ça monte la tête. Je vais prendre... Attends, vas-y. La carrière. Ou sinon, ça va. Je vais voir si je peux le partager pour montrer un peu la tête que ça a. Mais ça,
espèce de macro flou comme ça en JPEG, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de boîtes qui fassent ça. Voilà. C'est pas Ouais, partout. non. Euh, Attends, encore une fois, hein, comme chaque ça. boîte a sa propre cuisine. Donc, Clairement. Ça ressemblait à ça, du coup, ce que faisait Charlotte. En fait, c'était vraiment une énorme documentation trop propre qui disait, bah là, par exemple, le flow qu'elle a mis à disposition avec tous les écrans, c'est celui de ce qu'on appelait la force loop. C'est vraiment la première partie de la carrière. Et voilà, c'était tout ça. C'est de se dire, la première fois, voilà les écrans qu'on a, où est-ce que ça peut emmener. Et donc, il n'y a pas tout le détail UX qui peut justement parasiter en mode purée, genre si je clique là, ça m'emmène là, si je clique là, ça affiche ça et tout. Mais il y a une visibilité sur tous les différents écrans qu'il existe dans chacun des cas qui permet d'avoir un seul et même endroit, comme ça, si je le mets comme ça. Genre vraiment tous les écrans de la première loupe, quoi. Ça, c'était trop pratique. Et aussi, c'était aussi un truc, quand tu bosses avec un client, en l'occurrence c'était Microsoft, pour eux c'était beaucoup plus pratique Clairement. de regarder quand on faisait des délivrables, de regarder ça que de cliquer sur des liens. Comme ça, ils avaient un dossier où ils avaient tout. Et même quand en réunion à présenter pour du visuel, pour parler un peu plus visuel, c'était plus pratique en fonction de tes interlocuteurs, quoi. Ah ouais, franchement, ça, c'était trop pratique. Et clairement, c'est ce que tu dis. Et donc ça, je voulais le préciser parce que s'il y a des personnes qui ont envie de faire ça, donc ça, c'est littéralement un export. On travaillait sur Adobe XD. C'est mieux dans le sens où quand tu zoomes et tout, tu peux complètement voir. Moi, mon Miro, le problème, c'est quand je voulais l'exporter et avoir tout le flow pour Microsoft. Déjà, l'éditeur, jamais il regarde ça. Et en plus de ça, c'est pas du tout pratique, Miro. Je pense que FigJam, c'est peut-être mieux, mais Miro en export, je vous le déconseille. Je vous conseille potentiellement plus de regarder FigJam si vous voulez faire des flows hyper complexes à exporter, quoi. Voilà, je voulais juste montrer ça et revenir sur les slides. Donc ouais, c'était trop intéressant, vraiment, ce travail. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trop aimé, genre, travailler UX 8 main dans la main et d'avoir vraiment de documentation aussi en fonction des personnes, de pouvoir étirer comme ça et toutes les deux d'être toujours au courant de ce qui change pas, qui fait quoi. Et ça, c'est assez cool, quoi. Ouais, ça a bien marché. On a parlé un peu donc du coup de ton métier, mais je propose de rentrer un peu plus dans le détail. Attends, je crois que j'ai vu une question, mais au pire je la lirai après. Ah oui, voilà. En tant que lead, tu gères une équipe de combien de personnes? Parce que donc du coup, t'avais une personne en interne, personne en externe. J'avais du coup une personne qui était du coup UI Art, mais plus ciblée du coup pour l'intégration, enfin la création d'assets. Donc on va parler vulgairement, mais du coup là c'est la partie où elle prenait en gros mes mock-ups et que je faisais en UI et elle les intégrait avec le tool dans le jeu, quoi. Donc, c'était ça. Elle faisait aussi un petit peu de mock-up. Mais sa principale mission, et elle l'a fait hyper bien, c'était de refaire in-game, parce que moi j'avais fait du coup dans mes mock-ups, et on sait tous comment ça peut être difficile de retrouver la même chose, parce que y a toujours un peu expectation versus reality. Les mock-ups, on est là, on est des escrocs, on utilise des masses de fusion, machin, des trucs hyper sales. Qui se voit pas comme ça, et puis en fait après quand il faut l'intégrer c'est autre chose, quoi. Donc ça va, moi j'étais gentille, je faisais très attention, mais il y a plein de UI artistes qui sont pas très cool sur le sujet et qui n'hésitent pas à tartiner comme des bourrins visuellement, mais après à l'intégrer c'est autre chose, quoi. Et donc il y avait elle et il y avait du coup un freelance du coup qui s'occupait de faire principalement du motion design et aussi qui nous aidait un peu sur la style guide en manière générale. Voilà. Et sachant que, donc du coup, parce que l'orga était un peu... Moi, je sais que j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'en fait, vous étiez en équipe design comme ça, donc il y avait toi, il y avait Marie, il y avait Mathieu, et il y avait Seb au-dessus en directeur global du pôle UI, parce que, en fait, même si tu dirigeais pas directement Marie non, même si tu dirigeais directement Marie et Mathieu, mais pas toute l'équipe technique, tu bossais quand même avec toute l'équipe technique, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on était pour faire un peu un contexte géographique de comment était foutu l'open space, et qu'on était la team UI ensemble. Donc la team UI, c'était qui? C'était les UI artistes, les devs, les UI devs, et il y avait un peu de... forcément, il y avait toi et il y avait aussi les GPP, donc qui sont les prod gameplay dans le même open space, quoi. Et donc, en effet, Seb, lui, le rôle d'un directeur UI, c'était de chapeauter la partie UI graph et
et UI Tech. Donc en fait, c'était le lead, si on peut dire, du lead UI Tech et mon lead à moi. Mm. Et attends, je vois qu'il y a une question aussi, quand tu travailles pour Microsoft, ils ont quoi comme influence, décision sur le projet? Comment ils l'impactent? Bah, en fait, déjà, il faut se mettre dans la tête que c'est le client, quoi. Donc, Ouais, forcément, c'est eux qui te payent. Donc, bah, ils ont forcément de l'influence, hein. C'est sûr et certain. Et on peut essayer de négocier dans une certaine mesure. Déjà, c'était pas moi en direct qui négociait avec non, ouais. Microsoft. Là, il y avait une core team dédiée pour parler avec eux, hein. C'était pas tout le monde. Ouais. Mais forcément, ils ont un peu aussi, d'une certaine façon, un final cut sur les choses parce que bah, c'est eux Mm. qui nous payent, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, Pour ils sont donner quand un même peu influents. Ouais, pour donner un peu de contexte, en fait, moi, de ce que je me souviens, c'est qu'au début, on n'a pas trop entendu parler de Microsoft. On leur envoyait la documentation à chaque fois, à chaque milestone et tout, mais en vrai, ils nous ont vachement laissé faire. Et ils sont pas, on les a pas en meeting littéralement toutes les semaines pour leur montrer à quel point on design. C'est plus, ils reçoivent de la documentation tous les mois et demi. Ils voient ce qu'on a fait. Potentiellement, à un moment, ils vont parler avec bah, les directeurs très haut placés pour qu'ils leur fassent un gros récap de où est-ce qu'ils en sont. Mais nous, on n'est pas en contact direct avec eux. Enfin, ça dépend des équipes, mais en tout cas, pour la carrière, on n'était pas en contact direct, nous, avec eux. Mais il arrive des moments, en tout cas vers la fin, où c'était, bah voilà, il y a des jours, tu peux arriver au bureau et on te dit, bah en fait, il y a eu un call avec bah, le responsable côté Microsoft et toute cette partie, il va falloir le cutter. C'était plus ça pour moi, c'était pas tant sur les designs, à part peut-être pour le Discovery où il y a eu plus ça parce que c'était un sujet plus galère. Ah, les trucs Mais à la thune, donc le marketplace, là, pour le coup, c'est quasiment politique, ouais, quoi. Donc, et là, pour le coup, c'est eux qui drive ça, quoi. ouais. Et donc, du coup, c'est plus là-dessus où ils avaient un impact, vraiment en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on continue à faire et qu'est-ce que vous faites concrètement. Et si ça les stresse, bah, ils peuvent tout mener. Mais par contre, sur le design, sur la UX, sur l'art et tout ça, c'était pas eux directement. Là, pour le coup, c'était plus le patron d'Asobo directement. Euh, et j'ai vu, alors il y a une question, mais du coup, on va l'aborder après. Je sais pas si le sujet a été abordé, mais après avoir travaillé autant de temps en entreprise, est-ce que tu as déjà eu envie de faire un projet à côté avec d'autres personnes? Charlotte a touché à beaucoup de choses, elle fait plein de choses différentes. Alors, Si tu veux en alors, parler, vas-y, en vrai, ah ouais, aborde ouais, dessus. moi, je suis pas quitter triple A, parce que j'y suis très bien et voilà. Par contre, je trouve ça très cool de faire de l'indé à côté. Donc, ouais, avec des copains, on a fait un petit jeu indé qui s'appelle Quadricolore, on en parlera après, et qui est en early access et qui sort là cet automne. Et donc, en fait, moi, j'aime bien le côté récréatif de l'indé. À mon sens, vraiment, c'est très personnel. Que me procure de faire de l'indé et mes divers projets à côté. Mais garder de travailler sur du triple A parce que bah, c'est ça qui me fait kiffer. Dans le milieu pro, en tout cas, c'est le triple A parce que souvent aussi en indé, UI, c'est plus compliqué parce qu'il y a forcément moins de moyens en indé, pour Mm. le plus souvent. Et donc, du coup, s'il y a des dépenses à couper, souvent, ils n'engagent pas tellement un UI artiste. Ou alors, il y aura très peu de budget. Après, voilà, il y a des exceptions, hein. Mais moi, j'aime du coup quand il y a du budget pour faire des trucs cool, quoi. Donc, Ouais. ouais, je suis très, enfin, en tout cas, je suis très épanouie dans le triple A, ça, c'est sûr. Et du coup, ça me fait une parfaite transition pour te demander un peu plus. Tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi d'illustration, d'animation, genre de design pur et tout. À quel point tu touches. Enfin, est-ce que tu touches plus à tout quand tu vas être dans de l'indé ou quand tu vas être dans du triple A? Est-ce que ça dépend peut-être aussi, tu vois, des studios, littéralement, en fonction de s'ils veulent que tu sois multitâche ou pas forcément? Ça dépend des studios. Il y a des studios indés où tu vois, il n'y a pas d'UI artiste. C'est le concept artiste qui fait et les concepts et la UI. Ça arrive très, Mm, très souvent mm, en indé. Donc, ça dépend. Du coup, là, sur Quadricolore, je me suis occupée du coup de faire toute l'interface, un peu de motion. J'ai fait aussi des parties du trailer, ou d'animation du trailer. Tu vois, des slides marketing. Voilà, en indé, ça typiquement, tu vas t'y coller si t'es UI artiste parce que il y a très rarement un marketing artiste, tu vois. Donc, ouais. en vrai, ça, c'est le boulot du UI. Euh, Faire aussi des fois des petits enviros, des petits morceaux d'enviros. Enfin, voilà. Donc, non, il faut quand même, en indé, il vaut mieux mettre un peu plus touche à tout. Ouais. Ouais.
J'ai mis du coup l'écran littéralement de quadricolore pour montrer un petit peu la tête que ça a comparé à des interfaces de Flight Simulator. Genre ça Ouais. n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça qui est assez ouf, quoi. C'est de se dire que tu peux faire des styles enfin des directions artistiques complètement différentes. Je crois que j'ai mis des photos d'ailleurs de ton ArtStation pour montrer, enfin des captures d'écran pour montrer à quel point c'est différent. Ouais, Euh, ouais. je vais revenir en arrière pour te demander par rapport à ça. Et ouais, du coup, toi, sur la partie UI design, qu'est-ce que tu préfères en fait j'ai mis mes questions. Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu détestes le plus, entre guillemets, quoi? Qu'est-ce que je préfère En fait, il y a pas trop de trucs que j'aime pas. Souvent, ce Ouais. que je dis, hein, par exemple, dans la nouvelle boîte dans laquelle je suis arrivée, c'était, on m'a posé cette question et j'ai dit, mais en fait, moi, du moment que vous me donnez à manger et du boulot, ça va bien se passer, quoi. Parce que j'adore le métier, j'adore bosser, donc ça va. Après, oui, si on est honnête, si je fais de l'accessibilité et de la localisation pendant 2 ans, le seum. Voilà, voilà, disons les termes. Mais non, ouais, j'adore quand il faut, j'adore faire du gros graphe, tu sais, toutes les recherches de direction artistique au début. Ouais. J'adore aussi une fois qu'elle est établie, ça c'est vraiment, il y a un moment notamment en fin de projet, ça c'est un truc que j'adore, c'est la fin de prod, où en fait tu es sur l'autoroute, il va falloir, donc Ouais. tu veux ta DA, tout est fait, etc. Il reste 6 mois avant le chip, ton jeu, et là tu es sur une espèce d'autoroute où en mode il faut que tu produises et tu produis et tu produis. Ça, j'adore, ça j'adore. Où tu te poses même beaucoup moins de questions. En fait, tu es en mode, vas-y, Ouais. faut tartiner et tu tartines et tu tartines et là, t'envoies. Tu te dépasses totalement sur ce que tu pensais pouvoir être capable d'envoyer ou pas, quoi. Et je parle pas de cruncher, hein, juste, tu es dans un Ouais, ouais, espèce ouais. de mode ultra instinct où juste Tu tu es produis. super productif, quoi. Mm. Et ça, en tout cas, me concernant, ça j'adore. Et après, voilà, je te disais, la localisation, ce genre de truc, c'est quand même moins marrant. Moins Ouais. marrant, ouais. C'est un truc que les gens réalisent pas forcément, et je dis ça parce que moi, quand je suis arrivée dans le jeu vidéo, je me rendais pas compte. Tu vois, genre, ok, exemple tout bête, Expédition 33, là où je me dis j'ai envie de le redesigner en termes d'UX et tout. Et j'ai des PTSD de toutes les discussions, tu vois, qu'on a eues sur Flight Sim, où je suis en mode purée, mais je sais là pourquoi ils ont galéré, pourquoi le texte il évolue, parce qu'en fait, il faut penser à littéralement tous tes mots, potentiellement comment ils évoluent en termes de langue, et du coup, bah, potentiellement aussi casser un peu ton design si jamais tu penses à tout ça. Où vraiment, c'est des choses où on n'y pense pas forcément en tant que joueur, ou si c'est pas, si on ne bosse pas dans le jeu vidéo, à quel point il y a des choses où on pourrait se dire, je veux que mon design il soit comme ça. Et quand tu penses à la traduction, quand tu penses à l'accessibilité, tu vois, je suis retombée notamment sur un redesign, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, ça m'y a fait penser. Un redesign de quelqu'un qui a fait God of War, Ragnarok. Et son design est beau, hein. Quand tu regardes l'image telle quelle, c'est joli. Mais en fait, quand tu repenses à l'accessibilité, quand tu repenses à la localisation, quand tu penses à fonctionnement tech UI, tu te dis, bah, en fait, c'est joli en mock-up. Mais dès qu'il va falloir penser à tout ça, tu vois, dans l'intégration, ça passe pas. Et ça, Et on oublie. ça, et ça, c'est un vrai problème, hein, en vrai, quand on reçoit des tests de gens dans un processus de recrutement. Je préfère que ça soit un peu moins joli, mais que ça marche, Ouais. qu'un truc très beau, mais en fait, tu vas scale le texte ou tu vas mettre juste ton mot en allemand et ça va exploser. Ça, pas anticiper ce genre de problème, ça, c'est presque grave, quoi. Parce que, en Ouais. fait, après, à la fin, on peut pas penser à tout, hein, mais forcément, il y a plein de bugs à la fin, quoi. Mais il faut pouvoir avoir ça en tête. Par exemple, je vais dire un truc, mais la règle un peu de base dans l'industrie quand on fait du UI de JV, c'est sur un bouton, on se laisse 30% de marge sur la taille du bouton. Donc en fait, il faut que le bouton soit à 30% vide à l'intérieur. Parce qu'en fait, par rapport à l'anglais, parce que en fait, on sait que, en grosso modo, les langues un peu longues, genre allemand, russe et compagnie, quand tu les traduis, ça prend 30% en plus. Donc ça, il faut Mm. c'est un peu pour tout. Et des fois, c'est jouer à un vrai casse-tête parce qu'il y a des UI de jeux qui sont très simples. Donc c'est pas très compliqué de faire que tout rentre. Mais dans le cas de Flight Simulator, par exemple, c'est quasiment un jeu de UI. Et là, il y avait des trucs, c'était hyper chaud, quoi. Ah ouais, De- c'était chiant. Et
Et encore, toi, tu as eu tous les écrans de tout le jeu. Moi, je me rappelle que juste, on avait ces discussions-là sur le mode de carrière où j'étais en mode non, mais si, ça peut passer et tout. En fait, c'est en mode non, ça va péter en accessibilité. Et puis après, il y avait même le responsable accessibilité qui venait et qui disait bah, ça, en fait, il faut pouvoir le lire, donc il faut pouvoir naviguer dedans. Et il y avait toutes ces questions-là. Ou même, c'est ce que tu dis, hein. Genre, ça avait beau être anticipé potentiellement en mode côté UX, comment on navigue dedans, comment on place les choses pour que à la manette ça soit ok pour les personnes. Côté UI, comment on fait pour que le texte rentre et tout. Puis après, t'as la personne responsable qui arrive qui dit en fait non, ça va pas parce qu'il faut pouvoir le lire et tout. T'es en mode oh purée, tout le design à repenser. Ou c'est un enfer, ouais. Et ça, Ouais, ça, on c'est n'y dur. pense pas. C'est dur, le scale de texte en accessibilité, c'est dur. Ça veut dire que ton texte, tu peux le scale, je sais pas, tu passes de 18 pixels à 60 et là, si ton menu il explose pas, voilà quoi. Donc Ouais. il faut être souple. Faut être souple, on va dire. J'avais vu une autre question aussi, mais purée, j'arrive pas à la retrouver. Ah oui, tu parles de faire des recherches pour ton travail, et c'est quel genre de recherche? Genre des livres? Est-ce que tu vas musée et tout? Je sais, cette question avait été posée, tu vois, quand il y avait Léo pour le concept art, qui disait que pour le coup, je crois ouais, lui, il sortait carrément pour s'enseigner, mais c'était du concept art, tu vois. Ouais. Toi, je sais que tu touches à tout, mais du coup, je sais pas ce que tu utilises réellement, effectivement, pour toutes tes recherches. Pour la recherche, alors ça dépend, si c'est des petits projets ou pas. Mais Ouais, moi, alors je suis pas ça veut pas dire que c'est la norme, hein, en EY, hein. C'est juste que moi, je suis très art en général. Donc je vais bosser sur un jeu médiéval, bah, je vais aller faire un musée, médiéval, tu vois? Et prendre en photo toutes les textures, possibles, les machins, les trucs. Ça, je fais beaucoup ça pour avoir de la matière, par exemple, après qu'on peut réutiliser. Donc j'aime beaucoup cette approche un peu, heu, craft, tu vois? Vraiment retrouver un peu, ce truc un peu, d'art, presque plastique, tu vois? Ça j'adore. Il y a des trucs aussi où tu peux, je sais pas, tu as besoin d'un effet texturé, tu peux le prendre en photo toi-même en faisant toi-même ouais, ton effet texturé. Donc j'adore cette phase de recherche et d'exploration, d'aller de sortir un peu, tu vois? Ça, je trouve ça hyper cool. Hem, Après sinon, un peu comme tout le monde, hein, il y a rien de sorcier, mais c'est vrai que, forcément il y a Pinterest et Beyond, ça on va pas les citer. Mais, il y a aussi, ça dépend aussi de la culture artistique qu'on a à la base. C'est que des fois, en fait, moi j'aime beaucoup utiliser des artistes classiques en référence ou le print. Je suis très, très, très print et ça, mm, c'est pas le cas de tous les, UI artistes, mais j'attache beaucoup d'importance à l'édition et aux typographies. Alors ça, on y reviendra après sur qui est un peu une autre passion, on va dire. Et donc, ouais, j'hésite pas. J'ai pas mal de magazines, des trucs comme ça, où en fait, ben, je prends en photo comment c'est mis la mise en page, et cetera, là, la couleur, et cetera. Parce qu'en fait, en vrai, souvent, prendre des rêves de JV, c'est intéressant, mais le JV est quand même très en retard artistiquement par rapport à d'autres médias. mm. Très, très en retard. En tout cas, encore une fois, hein, c'est mon point de vue. Par rapport au print, par exemple, le JV a 10 ans de retard, quoi, même sur les modes et tout. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'aller regarder ce qui seront peut-être les futures tendances de demain dans le print, quoi. Ça, c'est super Ouais. cool. Et ça me fait penser aussi à, tu vois, genre, je repense en fait à tous les concepts, enfin pas les concept art, mais les directions artistiques que tu avais proposées au tout début sur Flight Sim. Je sais pas si tu te rappelles, genre il y avait des écrans à des moments où tu avais proposé dans le fond, genre il y avait l'avion devant et dans le fond c'était très. Je saurais pas comment décrire, c'était hyper stylé. C'était un truc, tu vois, genre nous en UX on était en mode let's go, on veut trop ça, mais il y a quand même un cadre à donner à un jeu de simulation. À quel point, toi, c'est quelque chose qui peut te frustrer d'être dans un jeu qui va être plus cadré, tu vois? Euh, alors, oui, ça peut être frustrant à des moments, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, tous les gens qui disent qu'ils sont frustrés par des cadres, je les mets au défi de faire un projet tout seul, sans cadre, et ils vont Ah, voir c'est que dur. produire dans ces cas-là, sans guidelines, sans cadre, c'est hyper dur. C'est hyper dur. De quand tu pas de un truc, enfin, en fait, mine de rien, avoir un truc structuré, ça peut paraître frustrant, mais ça t'aide énormément à travailler, énormément. Mm. En fait, on rêve toujours un peu de ce qu'on n'a pas et Ouais, bah, mettez-vous chez vous à dire: «Bah, vas-y, maintenant je fais une UI de JV», trop dur. genre une UI de JV quoi, tu vois? Mais même juste médiéval, tu vois? Et en fait, ça marche pas trop, en fait. Il faut que tu aies un peu une structure, un socle, Ouais. heu, que ce soit une Nara, que ce soit un truc un peu précis et là, c'est là qu'on sort les meilleurs trucs, en fait. Mm. Faut
Et Donc toi, genre, dans ces cas-là, genre, en gros, tu pourrais travailler sur un jeu de simulation comme carrément un jeu, genre, rien à voir, tu vois? C'est un truc, ça te fait quand même kiffer parce que tu te dis, c'est différent et let's go, quoi. c'est ça. Et moi, du moment aussi qu'il y a du challenge, c'est ça qui va m'intéresser. Si tu veux, en fait, j'ai pas du tout besoin d'aimer le jeu sur lequel je travaille. Ça, j'en ai Mmh. rien à faire. Il y a des gens, c'est super important pour eux. Moi, j'ai pas besoin d'aimer le jeu sur lequel je travaille. J'ai besoin de croire que ça va marcher. Parce qu'on n'a pas envie de Ouais. bosser sur que on en parlait tout à l'heure dans le live qui, qui va être cut au bout de 2 semaines. Donc, j'ai besoin de croire mon projet. Après, ça ne veut pas dire que je jouerai au jeu plus tard quand il sera sorti. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a des trucs à faire. On va pouvoir un peu dépasser un peu ses limites. Ça, c'est vraiment kiffant. Ça, c'est très cool. Ouais, c'est cool ça, comme ça, vu comme ça. Mm. Alors, du coup, attends, on a dit ce que t'aimes le plus et ce que t'aimes moins. Donc, du coup, c'est la partie plus galère, l'accessibilité technique, Ouais, les contraintes un peu plus chiantes dans le sens où ça pousse pas forcément à la créativité, mais plus à c'est ça. ouais, comment tu fais rentrer les carrés dans les ronds. Ouais, c'est ça. Euh, sur Flight Sim, j'ai mis un peu tes différents écrans. Parce que Ouais. toi, donc du coup, moi, c'est ce que je disais, enfin, quand j'en avais déjà parlé au chat et tout, moi, j'ai bossé vraiment que sur la partie carrière, donc tous les flows et toute carrière, mais Charlotte a bossé sur tous les modes de jeu, donc en fait, toute la DA en fait, du jeu. Et il y a plein de trucs qui ont été testés de manière différente. Tout ce qui est créé, ça a vachement changé entre le 2020 et le 2024. À quel point, je crois qu'on en avait déjà parlé parce que en fait, à quel point tu as évolué en termes de travail à faire sur le 2020 et 2024, à quel point ça peut être dur de se détacher d'une direction artistique existante pour un jeu qui est en fait, enfin tu vois, une nouvelle version d'un ancien jeu. Genre, est-ce que c'est dur au niveau créativité ou pas? Et puis c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, tu fais une suite, donc tu dois pas déboussoler les fans, tu vois. T'as quand même déjà sur le 2020, il faut savoir que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient rien eu sur Flight Simulator et on était Ouais. arrivés, on avait mis un peu les pieds dans le plat. Ils avaient été un petit peu la communauté avait un peu. Alors, ils s'y sont très vite fait, mais forcément, bah, par rapport à un jeu d'il y a 10 ans, en termes d'interface, on était beaucoup plus actuel, quoi. Donc, Mm. et les simmers, c'est une particularité aussi, c'est qu'ils ne se considèrent pas comme des joueurs, ils se considèrent comme des simmers. Donc, il ne faut surtout pas que c'est leur, sim ait l'air d'un jeu. En fait. Donc, en fait, si tu fais une UI trop gamey, ils ne sont pas contents. Ouais. Et en même temps, bah, ce que tu veux, c'est avoir de nouveaux joueurs. Donc, faut pas que ça ait l'air trop austère, etc. Donc, c'est un sweet spot qui est pas évident à trouver. Donc, on avait fait un du coup, Flight Sim 2020. Et pour le 2024, il fallait un peu redonner un coup de frais. Mais là, pas évident parce qu'en fait, on est, comme je disais, là, pour le coup, il fallait qu'on reste un peu sur notre socle qu'on avait construit du coup avec 2020. Donc, on ne pouvait pas non plus faire 1 milliard de gigafolies. Et encore une fois, surtout quand on sait l'accessibilité, etc. derrière. Donc, Ouais. on a essayé, la volonté dans 2024, c'était de se dire, bon, par rapport à 2020, on va essayer d'être moins présent, la UI, on va essayer de s'effacer, de se mettre en retrait. C'est un peu l'exemple qu'on disait tout le temps, c'est, bon, pour 2020, on vous a mis les petites roulettes sur le vélo, pour 2024, on va les enlever. Donc, on va se mettre un peu plus en retrait, pour laisser la part belle au jeu encore plus. Parce que sur 2020, il y avait plus un besoin. Là, 2024, on peut se permettre de se mettre en retrait. Et c'était ça qui nous a guidés pour faire toute la UI de 2024. Alors, certains diront qu'il y a encore pas mal de UI, mais parce qu'en fait, il en faut. Mais en tout cas, on est beaucoup visuellement, en tout cas, on a essayé d'être beaucoup plus light qu'avant. Ouais. On était un peu plus, pas imposant, mais on était plus carré, on était plus là, quoi, physiquement dans le jeu. T'avais des termes, parce que tu vois, genre, je me rappelle que pour le game design, il y avait des termes qui étaient sortis, il y avait les trois gros piliers, tu vois, genre en mode toi, le monde, et je me rappelle plus le dernier pilote, mais enfin le dernier pilier, c'était très, voilà, il faut qu'on voit le monde, il faut qu'on voit ton pilote, et c'est pour ça qu'on peut créer et personnaliser son personnage. Est-ce que toi, bah, du coup, pour la direction artistique, comment vous avez établi un peu ces piliers-là pour se dire, on s'efface un peu, enfin, tu vois, il y a eu des trucs beaucoup plus classiques, il y a eu des choses plus légères, je dirais, que le 2020. Comment, en fait, vous avez... Enfin, je te pose des questions comme ça. En vrai, j'étais là au fur et à mesure, mais genre, comment vous avez défini ça dès le départ en disant, OK, on prend cette direction-là? Je me rappelle qu'il y a eu pas mal d'itérations au début où vous avez testé plein de Pas trucs. mal d'itérations. On a fait des virages à 180 degrés dans les tests parce que ça sert à ça, les tests. Ouais.
c'est un truc qui est pas forcément facile en période de concept, quand tu cherches ta direction artistique, c'est que tu as tendance à faire des micro-itérations. Alors là, j'ai fait une petite itération de ma Ouais. proposition. Non, en fait, au début, il faut faire des gros virages à 180 degrés pour tester des trucs un peu extrêmes. Donc voilà. Et donc, en fait, ouais, le fil conducteur de 2024, c'était Me as a Pilot. Et donc, mettre la part belle sur le joueur et du coup, sa représentation dans le jeu. Donc, déjà, ça a pris de la place dans la UI parce qu'en fait, il a fallu montrer le joueur, chose qu'on ne faisait pas spécialement avant. Donc, en fait, Ouais. on a essayé, quand c'était pertinent, de mettre en lumière le joueur, du coup, donc via son avatar, et d'humanifier un peu tout ça, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup plus d'humains visuellement dans 2024, donc ça, c'était intéressant à montrer. Mm. Et en effet, du coup, un côté beaucoup plus glacier, on avait déjà du glacier un peu dans 2020, mais dans 2024, on a par exemple enlevé, on avait des gros contours et tout ça avant de glacier, là, on les a enlevés. On a essayé, du coup, c'est ce que je voulais dire par être en retrait. C'est vraiment dès qu'on pouvait montrer le monde, on essayait de montrer le monde. Voilà. Donc, Ouais. et il fallait être Ah, surtout si j'ai. très souple parce qu'en fait, par exemple, quand on montre un hangar avec un avion, un C-72, donc un petit avion, ne prendra pas la même place dans l'image qu'un A320. Et ça, c'est Ouais. pas tellement de jeux, ils sont confrontés en fait. Par exemple, les jeux de course de voitures, souvent les voitures, elles font à peu près les mêmes gabarits ou alors on va des voitures un peu plus grosses, mais voilà. Donc en fait, pour faire ton image et faire tes écrans, c'est beaucoup plus simple. Là, on passait d'un petit planeur quoi, à un Boeing et il faut que ton écran il ait de la gueule dans tous les cas. Quoi. Et ça, c'est pas si facile. Ça, c'est vraiment pas si facile. Ouais, je me rappelle que cet écran-là de hangar où on avait. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'écrans qui ont beaucoup changé. Ouais, ouais. Typiquement, celui-là. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors celui de la description de la mission et celui du hangar ont changé non-stop. Que ce soit aussi bien par rapport au changement de la UI ou parce que bah, d'un coup ça devenait hangar alors qu'à la base c'était pas du tout un hangar et c'était juste la planète Terre qui était mise derrière. Mais ouais. Purée, tu sais que je suis en train d'essayer de chercher, je sais que j'avais repris des vieux. J'avais repris des vieux XD et je sais pas à quel point dans les vieux XD avec de la UX il y avait ceux de la UI, mais si jamais je les retrouve, j'aurais trop dû chercher avant, tu vois, pour montrer le potentiel avant-après. Tant pis, je les retrouverai. Si je les ai, je les remontrerai à la fin. Ouais, ouais. Euh, et On va le montrer. j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient trop cool qui t'avaient posées. Est-ce que tu as dû apprendre des choses sur l'aviation pour ton travail sur Flight Sim? Ouais, alors, je Ouais. suis pas au niveau de certains qui ont dû passer leur licence de pilote. Mm. Mais par exemple, pour ce qui est l'iconographie, parce qu'on a en Flight Simulator, on a une world map, comme dans beaucoup de jeux, avec des icônes et des pins du coup, mais les icônes sont des vraies icônes d'aviation. Et là, pour le coup, on ne peut pas rigoler 2 secondes, c'est-à-dire que l'icône, tu la mets pas bleue si elle est orange Ouais. dans la vie, quoi. Donc, Merde. parce qu'en fait, chaque couleur a une signification, ça peut être du militaire, du civil et compagnie. Donc, en fait, ça, il fallait forcément un peu se le tartiner, ouais, forcément. Mais on a appris plein de trucs intéressants en vrai, sur même Les termes et tout. pour les cockpits, quoi, Ouais. ce genre de trucs, Ouais, les c'était HUD, toi, pour le coup, effectivement, les HUD qui a dû rebouger et tout ça. Après, il y avait on avait les game designers et on avait des pilotes, en fait, enfin, pilotes, c'était des personnes qui étaient pilotes soit de base, soit qui avaient été formées exprès pour, et qui étaient censées justement donner ces informations pour nous aider dans le design. Mais ouais, il y a des trucs qu'on a dû manger pour être sûr qu'on comprenait bien ce qui se passait et ce qu'on mettait dans nos écrans, que ce soit même en termes, enfin les termes qui étaient utilisés, ouais, dans quel sens on mettait les infos, enfin ouais. presque pour le wear and tear qui est un écran de management de Oh, son écran. Là, il a ouais, fallu un peu essayer de je sais pas. comprendre, enfin là, quand tu es en tant que UI, il a fallu essayer de comprendre un peu ce qui se passait parce que c'était des écrans qui sont compliqués. Donc si tu as pas un peu des micro-notions, ouais, il faut quand même bûcher un petit peu, quoi. Notamment pour savoir, parce que tu as les avions qui sont à moteur, les avions qui n'ont pas de moteur. Voilà, tous ces genres de trucs, ouais, c'est intéressant.
Ah ouais, je me rappelle, en UX, on s'était fait trop chier avec les filtres aussi, pour essayer de comprendre, comment on catégorisait les filtres, quels avions étaient à catégoriser, quelles informations fallait qu'on mette dans les missions, qu'on mette pas dans les missions, qui pouvaient intéresser les pilotes et cetera. Mais ouais, pour le coup, tu bosses sur Flight Sim, il faudra te renseigner quand même un peu, à un moment ou un autre, quoi, et de toute façon, les gens te poussent, à le faire. J'ai réussi quand même Hem j'ai réussi le haut fait, c'est-à-dire qu'en tout le temps que j'étais sur Flight Sim, avoir fait les 2 IP, j'ai jamais réussi à faire atterrir un avion. Ça, par contre, j'ai sans les vu ass avec les assistantes, OK, mais sans les assistantes, Ah non, mais j'ai vu aussi la question, mais parce que je sais qu'il y a une trend. Alors, je sais pas si ta question, Gavroche, c'est en mode dans le jeu ou pour de vrai, parce qu'il y a une trend en ce moment qui est en mode les mecs sont persuadés qu'ils peuvent faire atterrir un avion. Mais ça, on a dû le manger. Alors, en tout cas, je sais, UI peut-être moins, mais en UX et avec les game designers, on a dû se manger toutes les procédures de qu'est-ce que tu dois faire justement pour faire amener l'avion jusqu'à la piste, quand est-ce que tu dois ouvrir les flaps, quand est-ce que tu dois sortir les trains d'atterrissage, etc., pour savoir quand est-ce que tu affiches les bonnes informations dans le HUD. Malgré tout ça, franchement, je trouve que jouer à Flight Sim, c'est un bon exemple pour voir à quel point faire atterrir un avion, c'est un délire. Donc ouais. ouais, c'est super bien. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Mr. Red Cow. Alors non, il y avait Camskisb avant qui demandait si t'étais une gameuse. Oui, 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 bah, souvent, en fait, tu commences en étant, en rangement. Après, c'est vrai que, j'ai jamais, aussi peu joué aux jeux vidéo que depuis que je bosse dans l'industrie parce que, Ouais. je joue pas mal, mais c'est vrai que, contrairement à des gros, gros gamers, je joue moins, pour la simple et bonne raison que souvent, en fait, moi, je suis plus passionnée, en fait, de créer les jeux que d'y jouer. Et après, voilà, je joue quand même beaucoup aux jeux vidéo. Mais, mais je préfère les créer quand même. Et c'est vrai que quand tu rentres de ta journée de boulot, moi je préfère continuer à bosser, à faire des trucs de créa, que de jouer aux jeux vidéo. Mais ça, c'est voilà, c'est très perso, Moi, je te quoi. comprends. Moi, je te comprends de fou, hein. C'est pareil, vraiment, depuis que je suis rentrée dans le jeu vidéo. Mais pareil, enfin, genre, je parlais d'Illusion tout à l'heure, qui disait que le cinéma, elle faisait plus de props et de design dessus que ce qu'elle regardait de films. Et j'ai l'impression que c'est un peu souvent ça, quoi. Ouais, et puis c'est vrai Euh, parce que t'as pas forcément des fois aussi d'être d'être derrière un écran, tu vois, parce que quand t'as fait ta journée de créa et qu'après tu rentres le soir, tu continues de créer un peu parce que t'es passionné. Est-ce que après finir ta soirée, t'as envie de passer 2 heures sur un jeu? Bon, en fait, là, tu peut-être plus envie de lire ou whatever, ou d'aller dehors, ou tu vois, de t'aérer un peu la tête, quoi. c'est un peu ça, ouais. Mm. Attends, Merde, j'étais mute, je surveille à moitié mon chien qui est en train de bouffer ma peluche et mon mec s'en fout. Non, mais mets-la dehors en vrai, hein, je pense que ce sera plus simple, sinon elle va aller bouffer tout le long. Et après, tu vois, genre, j'ai mis quel était ton lien avec les designers et les devs, mais en vrai, on en a un petit peu déjà parlé. On bossait en étroite collaboration avec eux, en fait. Et ce que j'aime bien Mm. avec le métier de UI, c'est que, comme ce que peut l'être un peu le métier de tech-art d'une certaine mesure, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins avec et les designers, et le gameplay, et aussi bien le code que l'environ 3D, etc. Donc on est vraiment Ouais. euh, au cœur de ça et en fait on discute avec tous les pôles, on n'est pas isolé. Comme il y a certains corps de métier où tu peux être un peu plus isolé par exemple, avoir moins d'interlocuteurs. Et là, moi je trouve ça cool, c'est qu'en fait euh, tu peux être un peu dans plein de discussions et ça c'est cool. Vraiment, ouais. Ça, c'était vraiment cool chez Asobo aussi pour le coup là-dessus. J'ai l'impression que c'est pas toujours le cas dans tous les studios et ça, c'était sympa. Et ouais, donc ça pareil, c'était une question qu'on a un peu évoquée. Hein, c'est est-ce que tu pouvais faire tout ce que tu voulais ou j'ai des UX bloqués un peu. J'ai posé la question exprès. Vas-y, lâche-toi. Tu as le droit de te Non, lâcher sur moi. bah, fatalement, il y a des fois où ça bloque un peu, mais parce qu'en fait, déjà, nous, en UI, on n'a pas forcément la big picture des discussions, l'historique des discussions que vous avez pu avoir avec le game director, etc. Parce qu'on n'était pas, enfin, on n'est pas dans toutes les réunions. Donc, des fois, ce qu'on m'a proposé, en fait, c'est soit vous en aviez peut-être déjà parlé avant et en fait, l'idée, elle est tombée à l'eau. Donc, en fait, voilà, etc. Donc oui, il y a des fois, et puis de toute façon une prod, c'est quelque chose d'humain, hein, quand même, donc Ouais. et que nos pour et nos contre, hein, nos torts ou pas, mais c'est qu'il y a chacun a son cheval de bataille. Et par exemple, moi, il y a des trucs sur lesquels je ne vais pas démordre, et qui seront par exemple les fontes, etc. On a chacun nos sujets. Et il peut y avoir des gens, tu vois, c'est la user research, et là, ils sont un peu plus intraitables
tu vois, alors je dis pas que c'était le cas chez Asobo en l'occurrence, mais c'est un exemple comme ça, mais pour dire qu'en gros, on a chacun nos sujets et des fois, on peut plus se bloquer parce qu'en fait, on a Ouais, un truc qui nous tient à cœur, quoi. Et ce qui compte de clairement. toute façon à la fin, c'est le bien du projet. Il y a pas tellement de place à l'ego et cetera. Ce qui importe, c'est le bien du projet et enfin, voilà et à chaque fois, en fait, je trouve qu'on ça s'est toujours bien enfin, après discussion, des fois, on pouvait ne pouvait pas être d'accord. Après, on discute et on fait: «Ah ouais». C'est Et vraiment ça, ouais. Et d'un coup, vraiment, quelqu'un propose une solution aussi à laquelle t'imaginais pas du tout, tu fais: «Ah putain, en fait, ouais, j'avoue, ça marche, let's des go». fois, avoir quelqu'un extérieur, ça peut être cool parce que des fois, ils ont Ouais, une vision fraîche, de alors que toi, tu as trop le nez dedans, tu arrives plus à vraiment. à réfléchir, super bien, quoi. Donc en Et vrai, jamais enfin, il y a pas de à dire, quoi. ça pareil, tu vois, la question sur à quel point tu étais libre dans la DA pour un jeu de simulation. En vrai, on en a un peu parlé, mais c'est vrai Ouais. qu'au début, genre pas du tout bridé et après, au fur et à mesure on avance, forcément, bah, faut prendre une direction et tu peux pas revenir en arrière, quoi, donc De toute façon, notre métier, c'est quand même beaucoup de résoudre des problèmes, si je peux dire, quoi. C'est qu'on s'adapte, on est souple et mmh, ouais, ça peut être un peu frustrant et on a fait beaucoup de sacrifices visuels. Donc là, vous voyez les mock-ups, vous vous dites peut-être pour certains: «Ah, pas si ouf», mais parce qu'en fait, il y a une prod, c'est ça aussi, c'est de faire énormément de sacrifices et encore une ouais. fois, nos goûts perso et il y a pas trop d'état d'âme à avoir, en fait. C'est-à-dire que: «Ah ouais, tu veux cutter ça? Bah, vas-y cut, ça me dérange Ouais. pas», tu vois? C'est en fait, notre perso est pas important. Ce qui compte, c'est le bien du projet. Donc Et si pour le bien du ça c'est un truc, c'est dur parce que, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu disais: «Il y a des gens qui vont, débattre sur leur point de vue parce que c'est important et qu'ils s'y connaissent et du coup, il y en a d'autres en face qui peuvent lâcher». Mais c'est un peu difficile des fois de savoir quand est-ce qu'il faut que tu insistes parce que c'est ton domaine et c'est important et voilà, et quand est-ce que c'est ton ego qui commence à rentrer en jeu et là, faut faire attention. Et ça, c'est le pont un peu, c'est compliqué, dur, quoi. ça tu l'apprends avec le temps, hein, évidemment. Ça, c'est pareil, c'est Seb, je sais pas s'il est encore là, qui m'a appris. Un des premiers trucs qu'il m'a appris, c'est de choisir ses combats. Donc tu peux pas être en réunion tout le temps à défendre, par exemple, ton pôle, tu vois? Genre, par exemple, à être toujours là avec ta fourche en disant: «Non, mais là, vous Mmh, voulez me sacrifier du visuel chez moi, blablabla». Tu peux pas être tout le temps à combattre, tu vois? mmh. Il faut que tu choisisses bien tes combats parce qu'en fait, tu as pas beaucoup de tickets sur une prod. Ouais, J'appelle ça des tickets, mais heu, pouvoir, en fait, faut que si tu veux que ta parole ait du poids, tu peux pas crier. C'est comme les gamins qui crient au loup tout le temps. Tu peux pas crier tout le temps. Donc en fait, il faut que tu choisisses bien et au bon moment sortir quand là, pour le coup, on touche quelque chose qui ne va pas du tout, quoi et qui va ouais. pas du tout pour le projet où tu penses que c'est vraiment une mauvaise idée et ça, c'est sûr que c'est avec le temps que tu l'apprends. C'est avec le temps, Ah, ouais c'est sûr. et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est pas évident de bien doser à quel moment, c'est le bon moment pour ouvrir ta bouche, quoi. Mmh, surtout que tu as forcément ton humeur, et ton mood, du Ouais, jour, ouais. qui joue, quoi. Mais et je vois qu'il y a, alors je sais pas si c'est Lasri ou Isari, à chaque fois avec les majuscules, je galère, mais question pour Mo, quelle est ton anecdote préférée avec Charlotte pendant la prod? Meuf, en vrai, c'est flou dans ma tête, mais je me rappelle qu'il y a eu un jour où ça m'avait fait trop rire et on avait rigolé ensemble là-dessus, même avec François et avec Seb, où je sais plus ce qui s'était passé, il y avait eu une discussion où on n'était pas dedans, où le game dir, c'était pas game dir, c'était game artiste, game artiste, putain, directeur artistique, Mmh. avait d'un coup dit en fait ça va pas du tout. Un jour où vraiment ça allait pas du tout. Et je crois qu'on s'était juste dit on laisse passer. Genre on dit juste rien. Ouais. Peut-être que c'est un mauvais mood à un moment, tu vois, qui est passé, on voit. Et en fait, du jour au lendemain, le truc était complètement passé et c'était plus du tout une urgence et il y avait plus du tout de problème. Et genre, cette anecdote est hyper floue dans ma tête parce que je sais plus exactement ce qui s'est passé, vu que tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Encore une fois, il y a des moods, il y a des moments où les gens sont fatigués, pas fatigués, machin. Je sais plus tout ce qui s'était passé, mais vraiment, ce moment-là, j'étais en mode, ah bah c'est cool de se dire que UX et UI, là, pour le coup, on est dans le même mood et on Ouais. est OK là-dessus et ça passe et on se bat pas et au final, le truc, il est passé et let's go, quoi. Ça, en fait, surtout en fin de prod. En fin de prod, les gens commencent à s'agiter, à paniquer parce que c'est bientôt la Ouais. fin. Donc les gens commencent à c'est toujours un peu comme ça. Il y a des gens, ça dépend des profils, hein, mais les gens vont commencer à paniquer, trouver que tout est un peu un problème, que tel truc ça va pas du tout, qu'il faut tout totalement refaire et tout ça. On sait qu'au niveau des plannings, tout refaire, ça passe pas. Donc voilà. Donc il y a un peu une règle à la fin, ça dépend des studios, mais voilà, c'est vrai qu'on se disait un peu: «Bon,
si on vient de me dire une fois qu'il faut changer ce truc-là, on va attendre qu'on me le dise une deuxième fois et là peut-être ça sera vraiment un problème. Et en fait souvent Mais quand tu laisses couler un peu le truc, en fait tu te rends compte qu'il n'y avait pas de problème, que c'était que c'est totalement pas si urgent que ça. et que souvent aussi il y a une perception. C'est-à-dire qu'en fait la UI c'est le premier truc que tu interagis avec le jeu. Donc en fait tu peux avoir cette impression qu'en fait c'est la UI qui va pas du tout, alors que des fois en fait c'est des trucs plus deep que ça, c'est pas ça, c'est Exactement. juste un feeling. Et donc en fait on déboule en te disant que ça va pas, il faut que tu changes. Et t'es en mode ouais ouais ok. Et ça c'est un skill que tu développes, ce truc de ok j'ai noté ouais. Moi, Et je sais que ce que tu as dit là, genre, c'est un truc que je me répète souvent et à chaque fois que je repense, c'est. Parce que je sais que moi, il y avait un moment où c'est ce que je t'avais dit, genre, il y avait des sujets qui m'affectaient de fou, il y avait des manières de faire où j'avais trop du mal et tout. Je me rappelle de ta règle, c'était vraiment. Si c'est pas revenu 3 fois et si ouais. on te l'a pas demandé 3 fois, laisse. De toute façon, si c'est vraiment urgent, ça va revenir. Et c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment Ouais. pas. Moi, tu vois, au début, j'étais vraiment en mode si on me demande quelque chose, il faut le faire tout de suite. Mais en fait, Mm. tu te rends compte que des fois, tu fais 10 fois tout de suite et que les 10 fois, c'était pas du tout prio et potentiellement, on te redemande de revenir à la version d'avant. Et donc, tu t'es peut-être cramé parce que les gens se sont dit que c'était urgent, parce que, enfin, encore une fois, c'est pas une personne qui est responsable, c'est plein de personnes qui sont dans l'urgence et qui se disent let's go, il faut que ça change maintenant, donc tu le fais. Et en fait, ils se disent au final, pas besoin. Et ouais, vraiment, cette règle de si on te l'a pas demandé 3 fois. Et là, à partir de ce jour-là, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a tellement de sujets qui n'en sont pas. Et Ouais, c'est important de se protéger là-dessus, ouais, je suis d'accord. Sans être et, méchant ou quoi, ou sans oui. ignorer ce qu'on te demande. Et après de bien filtrer les vraies urgences ou pas, parce qu'il y a des gens qui te demandent Mm. de faire un truc maintenant, voilà. Mais il y a des trucs où tu es en mode ok, le jeu sort dans 6 mois, tu me demandes de changer toute la style guide, on va attendre 2 minutes. Ok, on va processer l'info, on va voir. Ouais. Ouais. Non, mais en vrai, c'est important. Parce que vraiment, c'est un truc. Je sais que dit comme ça, il y a des gens qui pourraient se dire ah, mais non, si on te demande, c'est une urgence, faut le faire et tout. Mais vraiment, il y a un stade, je sais, où nous, on en est arrivé à tout était urgent. Tout était urgent, fallait tout changer tout de suite. Et parce que c'était un peu la panique. Et effectivement, des fois, tu changes, tu prends sur ton midi, j'en sais rien. Et en fait, on te dit, bah, au final, on s'est mal compris. Au final, on a parlé avec d'autres personnes. De toute façon, ça marche pas, il faut pas le changer. Et donc là-dessus, faut faire gaffe, ouais. Enfin, faut Des faire fois, il y a gaffe. des gens qui Tout. viennent te parler, ils sont pas la big picture, ils ont pas eu peut-être même la dernière info du game Mm. director ou whatever. Donc en fait, ils viennent te demander un truc, mais ils ont pas eu les dernières infos. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Puis surtout, en fait, à un moment, surtout quand tu es en closing, tu as une liste de tasks et de bugs à faire. Et donc les gens qui viennent te voir pour te demander en direct des trucs sans faire de tasks ou de bugs, hein, et qui viennent te voir en direct pour ça, déjà, c'est pas passé par la prod pour le plus souvent. Donc il faut que ça passe par la prod quand même. Et surtout, bah, c'est pas forcément des gens comme je disais qui ont les dernières infos. Ils vont te faire stopper tout ce que tu fais. Donc toi, tu vas mettre un peu, pas en péril, mais tu vas mettre en pause tous tes trucs qui étaient priorité number one pour faire ça. Et en fait, ça se trouve, tu auras perdu du temps. Et toi, après, c'est ta faute, parce que c'est toi qui as mis en péril. Il y a des gens qui attendent que tu fixes des bugs et tout. Tu mets peut-être potentiellement des gens dans la merde à pas fixer ça. Et en fait, tu as fait attendre des gens pour le plus souvent pour rien, en fait. Et donc ça, c'est pas acceptable en fin de compte. Donc c'est super important de bien faire le filtre. Après, ouais, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a quelqu'un qui vient me voir, ouais, il faut que tu me fasses ce truc en urgent pour la réunion de demain, parce qu'en fait, et là, tu vois, c'est le game director qui te demande, Ouais. parce qu'il y a aussi forcément les grades ont de l'importance, parce que quand c'est le directeur artistique ou le game director qui vient me voir pour te demander quelque chose, tu sais, là, à ce moment-là, que il y a quand même des paliers. Oui, t'attends pas qu'ils te le demandent 3 fois parce que sa réu elle Voilà. passe là. Il y a des gens qui ne sont pas. Il y a du favoritisme, on va dire. Mais non, mais clairement. Et je vois qu'il y a Edriades qui demande aussi à quel moment l'UI designer est intégré dans la production. Est-ce que c'est en milieu de prod ou est-ce qu'il faut attendre des étapes? En vrai, vous êtes arrivé dès le départ sans même attendre qu'on ait tous les écrans. Hein. Dès le début, parce qu'en fait, au même titre que les concept artistes font du concept art, alors sur Fighting, il n'y en a pas, parce que en fait, c'est vraiment pas vraiment de direction artistique, mais au même titre que si on prend un jeu plus normal, il y a des concept artistes dès le début, où il y a des codeurs qui vont commencer à mettre en place, qui vont faire de la veille, etc. Ben, en UI, nous, il faut qu'on fasse les concepts de toute la direction artistique, donc finalement, on arrive dès le début aussi, quoi. En tout cas, et il faut que ce soit comme ça, parce que ça prend du temps de faire une direction artistique, de faire la style guide, de donner le mood. Finalement, au début, on est assez proche finalement du boulot de concept artiste dans la manière de
de faire nos concepts du coup en début de prod, quoi. Ouais, moi, je me rappelle qu'au tout début, quand nous, on essayait d'aider les... Alors, il y avait les game designers qui avaient leurs idées de jeu. Nous, en UX, on créait les écrans de ce à quoi ça pouvait ressembler, les flows de comment ça pouvait être guidé. Et vous, à côté, vous essayez de regarder la tête que potentiellement nos écrans pouvaient avoir pour essayer de faire coller votre direction artistique, même si c'était clairement pas du tout fini ce qu'on avait. Et donc ça, j'avoue, c'était assez cool. Mon chien qui est Euh, Oh, mais purée, moi la mienne, elle est à l'extérieur là parce qu'elle bouffe mes peluches. pas de Maya, mais en grande. Mais oui, elles ont vraiment la même tête parce que la tienne, elle est bringée blanc aussi, non? Ou elle est juste Ouais. bringée? Ouais. Trop mignon. Oh, la mienne, la pauvre, elle exclut quoi. Et je voulais parler de Quadricolore aussi un petit peu. Donc du coup, on en a parlé un petit peu aussi. C'est un projet que t'as démarré quand et c'est avec combien de personnes du coup que tu travailles dessus? Moi, je suis arrivée un peu, pas au début de Quadricolore, parce qu'ils vont commencer. Donc, il y a un graphiste, un GD, un mec au son et un mec à la prog. Donc, ils ont commencé un peu ensemble. Et en fait, après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin en UI, parce que souvent, les graphistes n'ont pas forcément envie de faire les UI, hein. Les cara Ouais. designers, animateurs et tout. Le mec, il est trop fort. Mais la UI, c'était pas son truc. Donc, ils sont venus me chercher. Et donc, c'était des collègues d'Asobo, donc c'était forcément un peu plus facile. Ouais, donc je suis arrivée, le jeu était déjà enfin, pas mal avancé, quoi. C'était déjà pas mal avancé, ça, je pense que c'était déjà à moitié avancé quand même. Et donc Ouais. là, c'était super. Les... il y avait forcément, c'est une DA un peu ambiance Power Rangers japonais, un peu rétro, mais modernisé, quoi, si on peut dire. Donc il y avait vraiment, c'était un virage à 180 degrés par rapport à ce que je faisais au boulot. Et du coup, c'était très rafraîchissant, quoi. Ça, Ouais. on va dire, c'était super rafraîchissant. Ouais, et du coup, j'ai mis, j'ai mis le lien Steam pour que bah, si jamais il y a des personnes qui ont envie de regarder. Alors, je sais pas quel lien j'ai mis, je sais pas si j'ai mis. Parce qu'il y avait une démo qui était disponible à un moment, mais je sais plus si elle l'est Elle est encore. toujours dispo, ouais. Elle est toujours Ok. dispo. Il y a une démo qui est disponible du jeu. En vrai, ouais, il est hyper fun, il est hyper dynamique. Ça n'a rien à voir avec la direction artistique de Flight Simulator pour le coup. Et là-dessus, t'as fait quoi du coup? Parce que donc, tout ce qui est motion, tu l'as fait. Tout ce qui est Ouais. pareil, Icono, c'est toi qui as fait. Et c'est même toi qui avait fait le trailer ou il me semble que c'était Le toi? trailer, tout ce qui était pas corde du jeu, oui, c'était moi, ouais. Ok. Ouais, non, Les années. là pour le coup, c'est cool parce que t'as touché à plein de trucs bah, complètement différents, quoi. C'est plus Ouais, ouais. uniquement la direction artistique et le design, il y a plein de choses, quoi. Et là, ouais, non, là, c'est Euh, marrant. Pour faire le petit pitch rapide du jeu, en fait, c'est un Vas-y. jeu en 2D, un peu en mode platformer, où ça qui peut se jouer de 1 à 4. Et en fait, donc, chacun choisit un Power Rangers avec une couleur. Et le but, un peu à la Splatoon, c'est de mettre sa couleur sur le plus de cases. Et celui qui a pas le plus de cases a gagné. Donc, ça peut se jouer tout seul. Donc, individuellement à 4, quoi. On fait 4 joueurs en même temps. Ou on peut faire deux équipes de 2, par exemple, ce genre de truc. Et il y a même un mode online où on peut défier des joueurs en ligne, etc. Donc c'est cool. Voilà, c'est marrant. Les gens prennent vachement bien au jeu quand on le présente en salon. On a fait la Paris Games Week et tout. Ça avait très bien marché la Paris Games Week, donc c'est cool. Après, voilà, le jeu indé, c'est assez bouché en ce moment. Il y a tellement de jeux chaque jour qui sont ajoutés sur la plateforme que c'est difficile de sortir du lot, surtout qu'on n'a pas d'éditeur. Donc, on n'a pas trop de budget quoi. Mais en tout cas, on s'amuse beaucoup à le faire, ouais. Ouais, et puis genre je me rappelle chez Asobo, il y avait des gens carrément qui jouaient aussi et qui se battaient entre eux Ouais, directement. ouais, Donc c'est genre des gens qui revenaient le midi et qui disaient ouais en fin de prod genre oh, ce midi on a joué à ça et tout, on est réussi à remonter dans le score et tout. Enfin franchement le jeu est cool, ouais. moi personnellement je l'ai testé, j'ai trop aimé aussi. Et Mm. donc je peux que vous conseiller en fait d'aller le regarder, de le tester. Il y a une démo donc en vrai, littéralement vous déversez rien, vous pouvez le tester directement. Ça soutient. Ouais. Et c'est vrai que ouais, sans communication ou quoi que ce soit, il a beau être magnifique et il a beau être trop fun, c'est hyper dur avec tous les jeux indés qui sortent en ce moment, c'est une dinguerie. Soutenez-nous, mettez-nous en wishlist, ça serait top. Exactement. Franchement, si vous pouvez Partagez, la faire, ça serait top. partagez à vos potes et même si voilà, genre ouais, partagez à vos potes, parlez-en autour de vous et comme ça, genre ça booste un peu quoi. On fait des tournois tout le temps et tout, donc on peut faire gagner des clés aussi.
Est-ce qu'il y a un Discord ou quelque chose comme ça sur Quadricolore Ouais, ou pas? ouais, il y a un Discord, ouais. Il y a un Discord dans la page Steam, il y a on peut le trouver aussi même dans le jeu. Ok. Dans le jeu, si vous téléchargez la démo. Je sais pas si je l'ai là sur la page Steam, mais après je me dis si jamais il y est de toute façon. Ah, il est là. Discord. Vas-y. Est-ce que je peux partager littéralement ça? Et en plus, De quoi? Je crois que je t'entends de moins en moins bien, mais je sais pas si c'est parce que t'es plus loin de ton micro ou pas. C'est mieux là? Ouais, nickel. Ouais, je pense que j'ai dû m'éloigner. Et donc, pareil aussi, on a un mode time trial aussi, où là, pour le coup, c'est un course contre la montre, il faut aller le plus vite possible. Et ça, on a pas mal de fans un peu hardcore qui se la mettent dessus ou qui essayent de battre, et qui essayent d'être numéro 1 mondial ou un truc comme ça, donc c'est assez marrant. Ah, ça c'est cool, ouais. Et je vois qu'il y a Mister Redcove qui demande si tu fais ta propre typo, si t'en choisis une qui correspond le plus au jeu. Alors, la typo, c'est un vaste sujet. Ouais, surtout que, comme je disais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la typo. J'ai commencé à essayer de faire des fontes et tout. Mais le fait est que les fontes, c'est un travail, enfin, c'est un métier à part entière d'être typographe. Et surtout, si on veut pouvoir prendre en compte toutes les langues, c'est vraiment un boulot de titan, quoi. Donc, c'est très très rare les studios qui ont leur, en tout cas où les UI artistes ont fait les fontes. Ça n'arrive quasiment jamais parce que c'est deux boulots. J'ai qu'une exception en tête où ça a été fait sur un triple A et c'est tout. Et ça a été fait, c'est sur Diablo 4. Ok. Et la fonte qui a été faite, elle a été faite par Fernando Forero. Ok. Le UI artiste de Diablo 4, enfin un des UI artistes, et il a fait la fonte, mais en fait, ce qu'il a fait, c'était intéressant, il a scanné du lettrage d'ouvrages médiévaux, et en fait, il a scanné les lettres et il les a après mises dans le jeu, quoi. Enfin, il les a retravaillées, bien sûr. Des Mais terres. il a fait une fonte avec ça et il n'a pas du tout toutes les langues supportées, forcément. Ouais. Donc du coup, ce qui se fait beaucoup, de plus en plus, dans le jeu vidéo, alors, à fond dans la sphère indé, AA, etc., c'est de prendre des Google Fonts. Parce que les Google Fonts sont gratuites, si tant est qu'on les crédite dans les crédits. Mais voilà. Donc ça, c'est parce qu'une fonte à acheter, ça coûte très cher dans un jeu, ça coûte vraiment très cher. Si on prend une Beaufort, si tu veux tous les ou la GT, voilà, si tu veux toute la famille, quoi, donc light, weight, machin, il y en a 1 milliard, ça peut être 100 000 $. 100 000 $, les droits Ah ouais, commerciaux. putain. Je me rendais Donc, pas compte que c'était à ce point-là, quoi. Et du coup, je comprends pourquoi. Genre, la transition, on en parlera après, mais je comprends, parce que j'ai utilisé ton site de fonte littéralement aujourd'hui pour les polices de Expédition 33, où j'ai vu que c'était que des Google Fonts. ouais, c'est que des Google Fonts, parce qu'en fait, ça coûte rien, quoi. Donc, ça, de plus en plus de jeux utilisent des Google Fonts, ça a été le cas sur même Cyberpunk 2, enfin Cyberpunk tout court, pardon. Et même sur des petits jeux, genre Frostpunk, c'est de la Google Font. Enfin voilà, maintenant c'est la fonderie numéro 1 utilisée dans l'industrie actuellement. Parce qu'en fait, voilà, c'est le truc le plus facile c'est pas d'argent. Et après, il y a les boîtes qui veulent vraiment investir, qui veulent vraiment se dire, alors là, non, nous, on va faire autrement, on va faire une fonte custom, ce qu'on appelle une fonte custom. Et là, donc, du coup, c'est les studios de JV qui vont débaucher un typographe, souvent c'est une agence, pour leur faire une fonte. Et là, du coup, c'est le cas maintenant sur anciennement FIFA, donc FC. Ils ont leur fonte actuellement qui s'appelle la Cruffy, qui a été fait sur mesure. Bon, Nintendo, c'est beaucoup de fontes perso aussi, custom, j'entends. Et donc voilà, donc quand tu as un peu les moyens, tu peux te permettre d'avoir du coup une fonte custom, et ça, c'est très cool. Ok. Voilà. Putain, je me rendais pas compte, tu vois, que c'était aussi cher des fontes dans les jeux vidéo. Mais ouais, parce qu'en fait, quand tu as des droits commerciaux, parce que c'est la différence aussi de quand tu achètes une fonte toi en tant que particulier et quand tu fais un usage commercial, c'est pas la même chose. Et j'invite beaucoup les gens à se méfier, à pas prendre des fontes de Dafonte, au-delà du fait que la qualité elle est pas incroyable, bien qu'il y ait des exceptions, c'est de plutôt, si vous voulez prendre des fontes gratuites, allez sur Google Fonts, les fontes sont propres et vraiment gratuites, parce que sur Dafont, c'est potentiellement du faux gratuit, c'est-à-dire que oui, vous pouvez les télécharger gratuitement, les utiliser, mais si vous lisez souvent les petites lignes du fichier .txt que personne ne lit sur les mentions légales, souvent
à usage commerciaux, elles sont payantes. Et Ok, ça, faut vraiment s'en méfier, quoi. C'est que si vraiment on veut faire un jeu, faites très attention. Faites très attention, ouais. ok. Ah, j'avoue, c'est vrai que c'est pas le genre de truc que tu te mets à lire quand tu t'installes une fonte, surtout quand t'as Ouais, réussi ouais. à la choper gratuitement sur internet. Tu te dis, bon, bah, potentiellement, elle est Ouais, ouais. gratuite, et puis c'est tout. Ouais. Bah voilà, Doxy qui dit j'allais poser la question pour Dafont et genre merci pour la réponse. Let's go. Ouais. Non, allez plutôt sur Euh, Google. C'est beaucoup mieux. et bah tu vois, genre transition parfaite, bah, je vais faire hop, je vais aller sur ton site. Site Ouais. dont on a déjà parlé sur le Discord du coup de la communauté. Parce que c'est trop pratique. Quand tu cherches une fonte de jeu vidéo, bah, la plupart du temps, tu vas taper fonte de tel jeu vidéo, t'arrives pas à trouver, c'est ce que t'expliquais. Des fois, t'arrives Mmh. à choper une fonte, mais c'est pas forcément gratuit, c'est pas forcément celle que le UI designer il a donnée. Et toi, du coup, t'as fait un site internet qui s'appelle Game Font Library, où tu recenses littéralement toutes les fontes des jeux vidéo en allant contacter les UI designers et les UI artistes en leur disant qu'est-ce que tu as utilisé, c'est eux qui te donnent les références ou leurs fontes qu'ils ont faites et tu les mets sur ton site. Exactement. En fait, en gros, c'est ça, c'est que, moi, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment des fontes officielles, d'être sûr à 100 que ce jeu a utilisé cette fonte-là. Parce que quand on tape, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas taper la fonte, de FIFA, bah, tu vas trouver plein de spéculations sur Reddit ou des gens qui vont te dire, «Je sais que c'est ça parce que je connais machin qui m'a dit que», bon, source t'inquiète frère. Ouais, en fait, moi, ça me dérange parce qu'en fait, ce que je voulais avec ça, c'était de mettre en valeur le boulot de recherche de fond des UI artistes qui sont vraiment cassés les parce que chercher une fond pour un jeu, on n'en parle pas assez, mais c'est long. Choisir sa fond, Ouais, c'est très long, c'est beaucoup de travail et aussi mettre en valeur les typographes et les fonderies, du coup, qui font des fontes, en mode pour leur dire pour les faire shiner un peu parce que personne n'en parle. mm, Et parce qu'en fait, aussi, moi, j'attache beaucoup d'importance à avoir des fontes officielles dans le sens où il y a beaucoup aussi, tu vas taper la fonte, je dis n'importe quoi, de Path of Exile, bah, tu vas trouver une fan fonte. Et ça, il y en a beaucoup quand tu tapes des noms de jeux où tu trouves une fan fonte. Donc, c'est des fans qui ont refait la fonte dans tel jeu. Par exemple, ça peut être le cas ok, pour Halo et compagnie. Et en fait, parce que ça, c'est pas des fontes officielles, c'est ni plus ni moins que du plagiat et du piratage, quoi. Donc, il faut pas utiliser ces fontes-là. Et c'est pas celles qu'utilisent les studios. Donc, en fait, la démarche, ça a été de tous les soirs, je passe 1 à 2 heures, je vais sur LinkedIn et je m'envoie des messages à tous les UI artistes ah t'es possibles. déter. Parce que là il y a ça, hein, du coup je monte les jeux en même temps. Et, euh, et dès qu'il y a des jeux qui sortent, je regarde dans les crédits qui a bossé dessus et j'envoie. Mais je fais ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et t'as démarré ce projet il y a pas si longtemps que ça, du coup, non? Il y a, je dirais, 4 mois, 4 mois, ouais. 4 mois Mm. et là, je sais pas combien de jeux j'en ai 200 ou 300, mais j'en ai beaucoup plus qui sont prêts à être publiés, mais qui sont pas encore publiés parce que j'ai pas pris le temps encore. Mais, ouais, ouais, en fait, et je tiens un Notion où je vais tout rentrer, etc. Et ça permet aussi, ce site, de me donner des datas qui sont Ouais, intéressantes. Par exemple, du coup, je sais quelle est la fonderie la plus utilisée. C'est pour ça que je dis que c'est Google Font en ce moment, parce qu'en fait, quand je rentre la fonte que la personne a utilisée, enfin que tel jeu a utilisé, je rentre aussi la fonderie. Le style de fonte que c'est de la série, ouais. pas de la série et compagnie. Quel est le studio de JV qui a développé le jeu, l'éditeur. Il y a beaucoup de filtres, en fait, vous allez voir sur mon site internet, où on peut se permettre de filtrer. Par exemple, tu veux voir tous les jeux Vas-y, Ubisoft, ben voilà, tu as le filtre Ubisoft. Tu peux voir aussi par c'est cool. fonderie et compagnie. Et aussi savoir, par exemple, quel est le nombre de fontes moyen que tu comptes utiliser dans un jeu vidéo. Donc, en fait, le nombre de fontes moyen utilisé dans un jeu vidéo, c'est 2. Ah ouais, Euh, ouais, ouais, ok. Putain, parce que quand tu vois, comme tout à l'heure, quand je regardais Expédition 33, genre pour moi, j'étais en mode, ouais, il y en a deux. Et en fait, tu vois tout le doc que t'as mis. Et un truc, moi, que j'ai kiffé sur ton site, c'est que tu vois, tu mets toutes les fontes comme ça. C'est trop cool parce que tu vois la tête et tout. Tu peux faire get de fonte, tu t'y vas hmm. direct. Et surtout, mais ça, énorme banger, genre, t'ouvres l'image et tu vois littéralement de quelle fonte t'es en train de parler. Donc, moi, typiquement, dans mon cas, après, c'est un cas un peu exceptionnel de redesign où je me dis, vas-y, j'ai envie de. Je refais pas la UI, moi je fais l'UX, mais je veux mettre la tête de la UI par-dessus pour que les gens puissent plus se projeter. Je suis en mode, attends, c'est telle fonte, mais il l'a utilisé où? Mais merci, en fait, genre, ça Ouais, doit te prendre un temps de fou. c'est la partie la plus longue, c'est de trouver. Ouais, Parce que des fois, en fait, les gars, quand je leur demande de balancer les fontes, ils me balancent les fontes, mais ils me disent pas où est-ce qu'ils ont utilisé, quoi. ouais, Donc, c'est de prendre plein de screenshots et
de dire ah ça c'est celle-ci, c'est celle, c'est celle-ci. Et Mm. quand il n'y a qu'une seule fonte, bon, bah, c'est facile. Mais si on prend le cas de Frostpunk par exemple, il y a en moyenne 7 fontes Ouais. aussi bien sur Frostpunk 1 que sur Frostpunk 2. Et là on rigole un peu moins quoi, mais en moyenne la moyenne c'est 2, c'est une pour les titres et une pour le reste. Voilà. Ok. Et tu vois, genre, alors déjà, c'est important de souligner, il y a tout le monde dans le chat là qui est en train de te féliciter en disant que c'est un travail de dingue, qu'ils sont passés sur le site et tout. Franchement, c'est trop propre. Donc, en vrai, Cimer pour tout staff parce que c'est trop quali. Et je vois que on demande, est-ce que tu fais tout, tu fais tout ça solo? Ouais. Tout ça c'est solo. Ouais. Et je vois aussi qu'il y a Furansou Renkin qui demande question par rapport à la fonte. Quel temps ça peut prendre pour trouver des fontes? Car mine de rien, ça joue sur l'ambiance du jeu et trouver des fontes qui matchent bien entre elles, ça doit être hyper chronophage. C'est hyper chronophage et ça les gens sous-estiment de fou. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est qu'au fait aussi en fait, tu as un filtre par type de jeu. Donc par exemple, tu fais un jeu médiéval, tu te dis vas-y, je vais pas me prendre la tête à chercher une fonte. On sait que c'est chronophage. Donc tu cliques sur un filtre médiéval et tu vois la liste de tous les jeux un peu médiévaux. Et donc du coup, tu peux cliquer voir les fontes qu'ils ont utilisées. Et ça peut faire gagner du temps. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est qu'en fait, il y a plein de gens, même des UI artistes, il y en a beaucoup qui sont pas trop sensibilisés aux fontes et qui aiment même pas trop ça. Et donc du coup, pour eux, c'est un casse-tête et c'est pénible de devoir chercher des fontes. Donc c'est fait aussi avant tout pour être un outil pour se dire ah, vas-y, tu trouves moi une fonte de science-fiction et hop, c'est parti. Et donc non, c'est très chronophage. On peut y passer énormément de temps. Et puis après, il faut acheter la fonte. On ait bien les droits avec l'éditeur pour pouvoir acheter cette fonte. Non, c'est un processus qui prend du temps. Et encore une fois, en fait, la fonte, tu l'achètes pas. C'est pas t'achètes une fonte en fait, c'est t'achètes des graisses de fonte. Donc souvent aussi on se limite dans les prods de jeu parce qu'en fait on va se dire on va prendre une régulière, une bold et une medium, je dis n'importe quoi, ou une light. On se limite à 3 graisses quoi parce que s'il faut acheter la famille complète, le semi-bold, le italique, le machin, le truc, bah, c'est là où le pricing il est super et ça appuie sur le stylo quoi. Donc en fait on se limite aussi vachement sur les graisses dans le jeu vidéo parce qu'en fait ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait aussi, effectivement, genre tu dis que tu vas récupérer les leads, enfin les 8 designers, lead ou pas lead, hein, qui ont bossé justement sur le jeu avec les fontes. Les fontes, du coup, elles sont pas citées dans les crédits? Genre quand elles sont payées, en fait, il n'y a plus besoin de les citer ou... Ça dépend du licensing en fait. Chaque aussi fonderie a sa manière de fonctionner. Il y en a qui vont demander ça, il y en a qui vont pas le demander. Ça dépend vraiment. Donc on n'est pas obligé de les citer dans les crédits. Il y a même très peu de jeux qui le font, dans la vérité. Non, c'est pour ça que je vais directement demander aux UI artistes. Alors tout le monde ne m'a pas répondu, hein. Il y a des gens qui m'ont pas répondu, qui n'ont pas voulu me les donner. Mais dans l'ensemble, comme quand tu bosses déjà dans l'industrie et dans du AAA, les gens, en fait, t'es pas n'importe qui, du coup, ils voient que t'es lead sur un projet et ils soutiennent, parce qu'on est des puis collègues. même, genre t'as un site comme ça, moi c'est ce que je t'avais dit, je me dis mais un site comme ça où tu recenses tout ça, où ça aide les gens, je comprendrais pas l'intérêt de ne pas vouloir partager parce que tu te dis mais quand même quoi, enfin genre c'est trop cool. Mais en vrai, voilà quoi, je saurais m'en souvenir aussi. Merde, attends, je veux sortir du truc. Je sais plus si j'avais... où sont mes slides? Là? Est-ce qu'elles sont grandes? Non. Ah oui, elles sont là. J'ai quand même partagé ton ArtStation aussi. Alors attends, je vérifie juste parce que... ah oui, il y a les questions du chat après. Et j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées, mais je vais juste partager ton ArtStation parce que c'est un peu intéressant des gens. Parce que tout au long des slides, j'ai mis à des moments des questions en mode ouais, à quel point c'est différent avec le AAA et tout. Tous les écrans que j'ai mis dans les slides, c'est de la direction, enfin c'est du design que Charlotte a fait. Typiquement, donc là, j'avais vu ça, tu vois, sur ton ArtStation, tu m'avais montré, c'est complètement différent de Quadricolor et de Flight Sim encore, donc je le mets à dispo, juste pour que les gens puissent voir si jamais ça les intéresse. Il n'y a pas tout, parce que souvent on a un peu feignasse les UI, enfin surtout quand t'es en poste en fait, t'as pas trop d'intérêt de tenir ton book à jour. Et faire un book de UI, c'est bien plus long et chiant que de faire un book de concept artiste. Mais oui, c'est hyper long. C'est hyper long, c'est hyper long. Et donc voilà, on a tous un peu la flemme souvent. Mais je comprends. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je dis pas qu'il est parfait, mon bouquin, loin de là. Mais
je vais parler plus à ceux qui recherchent potentiellement des emplois, etc. Ce qui est par exemple intéressant comme idée à prendre, c'est que quand on voit les vignettes là sur la Home Art Station de mon book, c'est que il y a les noms des projets, il y a ce que tu as fait. En fait, c'est très identifiable parce qu'en fait, souvent, je dis ça parce que souvent, les étudiants, ils ont du concept art mélangé avec de la UI, etc. dans leur Ouais. station. Je comprends parce qu'ils n'ont pas forcément encore trop de trucs à montrer. Mais du coup, bien écrire. Ok, avant que tu cliques là, en gros, entre guillemets, si tu es UI, un recruteur UI, tu vas pas cliquer sur les trucs de concept parce qu'en fait, tu veux être efficace, tu reçois plein de candidatures. Donc en fait, bien écrire, alors ça, ces postes-là, c'est de la UI, etc. Ça fait gagner mine de rien du temps aux recruteurs. Et ça, c'est souvent très apprécié. Ouais. Donc n'hésitez pas à rajouter ça, à faire et soignez bien vos présentations. C'est super important. Et c'est vrai que là, je prêchais un peu du coup pour la paroisse de la UI, mais par exemple, en UI, c'est super important d'avoir des trucs avec des bons espacements, bien alignés, propres, etc. Si dans votre book déjà, vos présentations, les trucs sont pas alignés entre eux, ça donne pas une super image. Voilà. Et aussi, faites pas des CV graphiques. Ça, c'est important aussi. Je sais que c'est tentant, mais faites des CV très basiques en noir et blanc et avec un petit peu d'ornement, enfin de petits visuels si vous voulez, même vos travaux un peu en bas. Et ça, ce sera beaucoup mieux qu'un CV graphique. Ouais, tu veux dire en termes de lecture et tout, pour pouvoir trouver facilement Ouais. les infos? Ouais. Il y a des fausses bonnes idées que font beaucoup les étudiants. C'est par exemple pour tes compétences, tu fais des jauges pour montrer si tu es plus ou moins fort, etc. Ça, c'est des fausses bonnes idées parce que du coup, ça met en exergue là où vous n'êtes pas forcément très bon aussi. Donc, au niveau des compétences. Donc, franchement, faites simple. Faites simple. Et ce sera juste beaucoup plus apprécié, quoi. Voilà. Mais en vrai, c'est cool que tu donnes ces conseils, tu vois, parce que littéralement, je sais que j'en parlais avec ma petite sœur à un moment qui faisait des CV hyper personnalisés et tout, tu sais, des trucs hyper poussés. Et où tu te dis, en fait, est-ce qu'au final, à quel point ça finit par enfin, genre, abîmer la lecture, et à quel point aussi, si c'est pas parfait, ça finit pas par te desservir dans le sens où t'es en En mode, fait, ah bah. c'est exactement ça. C'est que souvent, les CV graphiques qu'on peut recevoir, on est en mode ouf, ouf. En termes de goût ou de trucs comme ça, même si c'est Ouais. subjectif, t'entends, tu fais ah ouais, bah du coup graphiquement là, Mais pas non, ouf. mais c'est Tu mets cool. tu tires une balle dans le pied un peu direct, quoi. Ouais. C'est dommage, en vrai, c'est dommage. Bah, c'est trop cool en vrai que tu files ces conseils-là. Je reviens juste parce que là, en fait, c'est littéralement let's go, le moment des questions de chat time. Mais meuf, t'as été de fou des questions. Au final, c'était trop cool parce qu'on a pu papoter des slides et en même temps parler des questions à droite à gauche, donc c'était trop intéressant. J'ai vu qu'il y avait Mimzo qui avait posé une question. Alors après, je sais pas si ça tu peux y répondre parce que c'est plus sur Quadricolore. Ouais. Attends, j'essaie de la retrouver. Comment je peux cliquer pour monter dessus? Mimzo, j'ai vu qu'il y avait ta question. Ah oui, comment est-ce que vous avez fait financièrement pour le jeu? Est-ce qu'il vous a même coûté quelque chose en dehors du temps, bien sûr? Non, il nous a rien. Enfin, on a payé sur le stand de la Paris Games Week, ok, mais à côté de ça, on était tous en poste à côté, donc on n'a pas, on a créé si tu veux, on est obligé un peu de créer une entreprise et de mettre l'équivalent de, enfin, ce que tu veux bien donner. Moi, en l'occurrence, je sais plus, j'avais mis 300, 400 balles, je sais plus, mais c'est tout en fait. Il nous a rien coûté, ouais, parce qu'en fait, on était tous en poste et on ne voulait pas quitter notre boulot pour ce jeu. Donc, en mode, on garde notre sécurité à côté et on fait ça en mode plus sur notre temps libre. Donc, en fait, ça nous a coûté du temps. Ça, par contre, c'est vrai. Ouais. Et je vois qu'il y a une question indiscrète qui a popé. Tu n'es pas du tout obligé d'y répondre si jamais tu n'as pas envie. Il y a Polenta qui demande si tu as des enfants. Non, j'ai pas d'enfant. J'ai un chien qui est pas loin d'un enfant. Ouais, genre, est-ce que c'est pas un peu le même délire au final? Non, mais Alors, je non, sais j'ai pas pas. pourquoi tu. Je me demande, Polenta, tu poses cette question, pourquoi? Parce que je suppose que t'as un truc peut-être derrière la tête par rapport à ça. Peut-être que c'est Mm. par rapport au temps investi parce que je fais plein de trucs et donc du coup, en tout cas, oui, c'est sûr que tout ce que je fais là, si j'avais des enfants, ça serait peut-être un peu plus compliqué en termes d'investissement. Mais non, je veux pas Ouais, d'enfants. Je peux être ouais. totalement égoïste. Mais ouais. Et je vois Doxy qui dit j'ai ma réponse de pourquoi Charlotte a quitté Asobo avant de créer son projet. On peut rester sur cette théorie-là, si jamais Non, si tu veux, Doxy. non, j'ai pas quitté ce groupe, ça.
Et comme je disais, moi, ce que je veux faire, c'est du triple A. Donc, je vais quitter Asobo pour du triple A. Ouais. Ceux qui sont curieux, ils Euh, peuvent avoir LinkedIn sans problème. Ouais, bah Polenta, c'est ça, parce que je suis maman et on n'est pas beaucoup en JV, alors je cherche. Ouais, c'est vrai que chez Asobo, si, il y avait quand même. Alors après, il y avait pas, on n'était pas énormément de femmes, hein, mais il y avait quelques personnes qui avaient des enfants quand même. Si, en fait, je suis bête. Je suis bête, je suis en train de penser à Alizé, je suis en train de penser à. Mais parce que je pensais plus aux jeunes, aux plus jeunes, où on avait, pour le coup, en UMX 8, on avait pas d'enfants, mais parce on était plus jeunes, quoi. Oui. Mais ouais. C'est super Donc, indiscret comme question. En vrai, oui, mais je comprends mais totalement d'où peut venir la question. j'ai capté aussi que j'avais compris, hein, on a plus ou moins. Oui, Enfin, compris parce que ce qu'on c'est vrai avait. que c'est souvent le truc qu'on a, mais c'est souvent le truc qui arrive aussi, hein, en mode si tu fais tout ça, genre moi, on m'a déjà posé cette question de tu veux tes enfants? Genre en mode en voulant faire tout ça, est-ce que tu veux vraiment des enfants? Donc bon, je pense que ouais, on est un peu rodé sur ce genre de questions-là. Et en vrai, c'est quand même important de pouvoir les poser parce Ouais, que ouais, non, voilà, on a envie tous. c'est intéressant comme question, c'est pour ça que tout de suite, Ouais. je l'ai bien pris. Ouais. Mais non, non, je le quitte pas pour faire mes projets perso. Mm. Encore une fois, Tu vous peux pouvez aller aller voir voir son mon. LinkedIn. Mais voilà, moi je t'avoue que j'ai littéralement posé toutes mes questions. En plus ça fait purée, mais à chaque fois le temps il passe trop vite. Ça fait quasi 2 heures qu'on papote. Je sais pas si toi tu veux rajouter des trucs là-dessus, ou Euh, enfin sur tout ce qu'on s'est dit. non, 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 j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, n'hésitez pas, même de manière générale, si vous avez des travaux ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à les montrer à des pros de l'industrie, je parle juniors ou aux étudiants, ou de gens qui veulent s'améliorer, de montrer à des collègues ou alors juste à des professionnels de l'industrie de ce qu'ils pensent de votre portfolio, de quoi améliorer. Souvent, ils répondront, hein. En tout cas, moi, je réponds. Euh, Après, voilà, C'est cool ça. harcelez pas de 150 messages, mais oui, oui, je répondrai avec plaisir. Ouais. Ouais. Genre Euh, pitié, pitié. non, puis rapprochez-vous si jamais vous cherchez du boulot. Il y a des Discord, vous savez, spécialisés, pas comme UI, mais en métier du JV, où il y a des communautés de pros, etc. Donc, il y a les annonces aussi qui sont postées là-dessus, Hmm. etc. Donc voilà, et j'encourage, après vous prenez je sais très bien que vous prenez les offres que vous trouverez, hein, pour ceux qui cherchent du boulot. Mais en tout cas, j'essaie d'encourager les juniors, et là je parle vraiment pour les juniors, à ne pas commencer en full remote. Voilà. Hmm. Parce qu'en fait, moi, si j'ai pu euh, grind comme ça, c'est aussi parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être super encadrée avec un super mentor et compagnie. Et ça, c'est des choses que vous n'aurez pas à distance. Voilà. À Et distance c'est plus pareil, dur, ouais. faire du freelance, c'est sympa, mais je trouve que c'est une mauvaise idée de commencer par ça. Après, voilà, il y a, il y en a beaucoup qui font du free parce qu'ils ne trouvent pas de sous contrat. Donc là, la question ne se pose pas et c'est très bien, faites-le, parce que vous apprendrez quand même. Mais en freelance, vous êtes un peu tout seul. Et quand on est junior, je trouve ça super important de pouvoir être encadré, d'apprendre, et vous apprendrez énormément, énormément plus sur place avec des Ouais. gens qui vont vous encadrer. Voilà. Ouais, et qui sont. T'es dans la prod de A à Z, parce que c'est vrai que ça dépend vachement des contrats freelance et tout aussi, mais Voilà. t'es là du début à la fin avec les gens dans la même C'est ça. merde, quoi. En freelance, vous n'allez pas trop connaître le closing, etc. Donc, c'est super important en tout cas de faire une prod de A à Z, je dirais, pour se faire vraiment une idée de comment ça marche. Parce Mm. que, voilà, c'est totalement différent entre freelance et pas freelance. Ouais. Voilà. Et je vois, parce que en fait, ils ont quand même posé des questions. Je vois qu'il y a Nixma qui dit est-ce que tu as déjà songé à faire des collabs avec d'autres sites comme GameUI Database ou Interface in-game pour combiner les fonts avec les références que ces sites proposent? Et je répondrai pas à cette question parce que il y a, Ouais, il y a un passif, euh, mais, j'ai euh, pensé en la lisant. non, j'avais proposé en fait, j'avais proposé et le mec était visiblement pas intéressé. Donc voilà. Et ouais, c'est trop dommage ça, encore une fois, hein. Je sais pas si c'est des questions d'ego ou de trucs comme ça, mais tu te dis ça sert tellement à tout le monde et ce serait tellement mieux, même potentiellement pour Je lui pense que aussi, quoi, voilà, tu vois. Mais il veut gérer son truc de A à Z, est ce que je comprends. Donc voilà. Donc je fais mon truc, il fait son truc. Je sais mm, que ce que je fais, il y a peu ou pas de gens qui auront la motivation de contacter à la mano tous les gens ouais, pour retrouver les fonds. Donc
je me sens pas, c'est pas comme si j'avais peur qu'il y ait une concu qui débarque demain, etc. J'adorerais pouvoir m'associer avec d'autres sites, Hmm. mais ça, l'occasion s'est pas présentée pour le moment. Voilà. Hmm. Et de toute façon, genre, t'es grave bien référencé, t'as eu plein d'articles, genre, sur ton Oui, site et tout, ouais, donc après, franchement, ça c'est reste cool. un petit truc. Et c'est vrai que là, pendant un mois, vu que j'ai commencé mon nouveau boulot, j'ai pas trop approvisionné, mais là, j'ai repris. Là. Ah, mais c'est Voilà. cool. Et je vois aussi Electia qui dit question qu'on me pose des fois en entretien pour la prog UI. Mais pourquoi l'UI et pas du concept, du cara, etc. Peut-être que ça a déjà été plus ou moins répondu avant. J'écoute en travaillant, donc je suis pas full focus. Pourquoi UI et pas concept, c'est ça? Ouais. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est pas du tout le. Ouais, donc, au-delà du fait que ce soit pas le même métier, à titre perso, je préfère la UI parce on a, comme je disais, on a beaucoup plus d'interlocuteurs, on est beaucoup plus au cœur de la prod. Là où le concept, tu vas pas trop closer, hein. Enfin, t'es là en début, milieu de prod, et puis en fait, après, euh, t'es pas trop les mains dans le cambouis, t'as pas, par exemple, t'as pas de bug, tu vois. Ouais. Sauf quelques petites pétouilles peut-être par-ci par-là, mais en fait, en gros, tu es beaucoup moins inclus et vraiment dans la prod. Et moi, j'adore cette énergie. Limite, enfin, je parlais un peu plus comme ça, mais tu vois, ce côté un peu, ça sent la transpi, t'as les mains dedans. Tu vois. Voilà. Ça sent littéralement la transpi, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais j'avoue, sur une prod, c'est un climat et c'est un truc qui plaise pas à tout le monde, hein. Il y a des concepts qui sont très contents de faire leur truc relativement tout seul, ou alors ils sont avec leur DA et puis hop, ils envoient leur truc et c'est terminé. Moi, je sais que j'adore avoir la main un peu sur les trucs. Hmm. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Et Mm. je vois aussi, alors ça, pour le coup, c'est intéressant. On t'en avait parlé un peu, enfin, en fait, on en a un peu parlé tout le long, hein. Tu me dis hein, si jamais ça t'embête, parce que si jamais les questions elles fusent à l'infini et que t'es fatigué et tout, n'hésite pas. Il y a Mr. Redco qui demande est-ce que tu peux expliquer ton. Attends. Je pense que c'est ton point de vue, genre à peu près l'état du marché UX/UI dans le jeu vidéo en ce moment. Toi, tu le vois comment Alors UX/UI, moi à chaque fois j'ai du mal avec le terme UX/UI, mais effectivement, ça représente un peu l'état de la tronche du marché. Il y a plus juste UX solo, quoi. Euh, je ressens pas tellement qu'en UI, il y ait moins de postes. Euh, Ouais. il y en a. Après, c'est vrai que de manière générale, il y a. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être moins en quantité, mais j'ai pas trop vu là. Alors peut-être que c'est parce que maintenant, comme quand t'atteins un certain euh, nombre d'années d'XP, en fait, ça devient un peu plus transparent pour toi parce qu'en fait, tu galères moins. Donc, parce que tu as de l'XP, donc fatalement, tu galères moins, etc. Donc, Ouais. c'est difficile de répondre avec totalement genre impartial à cette question, quoi. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que, en tout cas, il y a toujours des offres en UI. UX, Mm. en JV, c'est quand même assez souvent séparé, sauf en indé, ça c'est parce qu'en indé, il faut vraiment un couteau suisse, mais UX, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins Ah d'offres ouais, ouais, qu'avant. hein. Il y a, il y UX, a- ça saute. ouais, Enfin, là, tu vois, en ce moment, c'est les métiers qui sautent aussi parce que voilà, le plusieurs budget, bon bah. fonctions, triple A ou double A qui n'en prennent plus maintenant, Mm. qui ont arrêté. Donc, Ouais. parce que fatalement, en fait, il y a des coupes à faire et donc voilà. Mais UI, il n'est pas trop concerné. UX Ouais. plus, ouais. UI, franchement, ouais, moi j'entends pas trop de Non. trucs. Enfin, à part ce que t'avais dit à un moment au début, en mode des fois les studios ils prennent pas d'UI parce qu'ils se disent c'est le concept art qui va le faire directement. Mais Ouais, et puis c'est vrai que peut-être ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a peut-être moins d'offres pour les juniors. Ça, c'est possible. Mais ça paraît, ouais. et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne me rends pas compte de ça. Mais j'ai Mm, l'impression qu'il y a moins d'offres pour les juniors, ouais. Il y a beaucoup mm. plus d'offres seniors ou trucs comme ça. Et du coup, pour les étudiants, les juniors, etc., c'est plus compliqué de trouver du travail, je pense. Je pense Mm. parce que, en fait, comme il y a eu pas mal de boîtes ou de projets qui ont été kill, il y a beaucoup de seniors aussi sur le marché. Et donc là, c'est compliqué, je pense, pour les juniors de tirer leur épingle du jeu face à des mecs qui ont 10 ans d'XP, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on va prendre une dernière question, mais alors la dernière question, je sais pas, pareil, hein, si jamais t'as pas d'inspi dessus, t'as pas envie d'y répondre, n'hésite pas. Moi, je trouve que c'est une question qui est hyper galère par rapport à tout ce qu'on se disait, mais c'est quel est. Merde, attends, je la retrouve. Ah oui, question pour Moesha. Quel est le dream game sur lequel bosser? Et moi, je sais que. Vas-y, fais-le. Ben, moi, c'est pas des Dream Games, c'est des Dream Studio.
Mm. Parce que c'est plutôt des philosophies de boîte où ils vont pousser des créneaux d'excellence. Voilà. Et donc, je trouve que ce qu'ils ont fait chez Quantic Dream, c'est de la grosse frappe. Jusque-là, ils ont été précurseurs sur plein de trucs, à faire de l'IoT dans la 3D et tout. Je dis pas ça du tout parce que c'était l'ancien studio de. Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis pas ça parce que c'est lui qui l'a fait. Je suis pas du tout biaisée sur la question. Non, mais par contre, vraiment plus sérieusement. Non, ils ont fait des trucs que personne faisait à l'époque, trop. Mm. Ils ont insufflé des modes et tout, et ça, ne serait-ce que chez Heavy Rain, dès le début, c'était top. Et après, il y a des projects. Ouais. Mais moi, c'est un peu, ça rejoint en fait ce que tu dis. C'est pas tant. En fait, je pense qu'avant de rentrer dans l'industrie, j'étais vraiment en mode, moi, bosser sur un Red Dead Redemption, bosser sur un The Last of Us, je kifferais. Et en fait, en rentrant dans l'industrie, en se rendant compte du taf que potentiellement on sait pendant un certain nombre d'années, de potentiel. Ah, puis ça dépend encore du métier aussi que j'ai. Genre, si je suis UX designer, ça c'est aussi un truc qui switch. Et genre, je sais pas si j'ai envie d'être UX designer dans les studios. J'ai peut-être envie d'être plus game designer. Mais ouais, genre, c'est plus tant un jeu spécifiquement, plus être dans un studio qui a une mentalité qui match, enfin, moi qui match avec la mentalité du studio, que ce soit un peu même délire. Je suis plus touche à tout. Donc, je pense qu'au final, les gros jeux que j'adore aujourd'hui, c'est plus vers des jeux indés que j'ai envie d'aller. Et donc, c'est pour ça, cette question, elle est galère, parce qu'au début, t'es en mode, ah, moi, c'est ce jeu que j'adore et je veux bosser avec eux. Et en fait, tu te rends compte que pas forcément, quoi. Genre, Ouais. ça change au fur et à mesure. Moi, je dirais qu'il y a, du coup, comme je disais, c'était une histoire de mentalité de studio, et plus que ça, j'ai essayé, en tout cas dans le nouveau studio dans lequel j'ai été, de choisir un endroit où il y a un lead. Alors, je ne vais pas rentrer là, mais attendez, je vais prendre mon téléphone, c'est pas très. Pour que vous voyez de quoi je parle. Alors, attendez. Parce qu'en fait, j'ai une liste que je considère être les 10 meilleurs UI artistes du monde. Ça, c'est une liste qui est très personnelle. Vous n'allez pas la voir là, voilà. Mais t'as ta liste, ça me tue. Et en fait, que j'appelle le Big Ten, et qui est mon goal ultime, quoi. Parce que chacun sa personnalité, mais moi je sais que je veux toujours m'améliorer et tout ça. Et donc, dans ces 10 personnes que je considère être les 10 meilleurs artistes du monde de JV, je target les boîtes où ils sont, quoi. En mode, parce qu'en fait, plus que au-delà des jeux en eux-mêmes, je disais que c'était les studios qui m'intéressaient, et aussi ton futur lead ou directeur UI. Moi, ça marchera pas si je l'ai pas en haute estime, quoi. Et il faut Si t'inspires pas, ouais. En fait, si tu veux que j'exagère un peu, mais si tu veux que je meure sur le champ de bataille pour toi, il faut que non, mais c'est un peu ça, tu vois? C'est qu'il faut que je sois totalement que je crois en toi, Ouais. en mode process, tu vois? Ouais, je Et comprends. et c'est pour ça que j'ai cité les boîtes que je disais, c'est que les leads qui sont en place là-bas, ils sont très forts. Très Ouais. forts. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire, genre, et puis de toute façon, ça match avec ce que tu disais au milieu de l'interview, en disant que c'était pas tant le jeu ou quoi que ce soit qui te frustrait, mais t'avais plus envie de challenge. Et genre après, créer et designer par rapport au challenge qu'on te donne, c'est le truc qui te fait kiffer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand tu commences à un peu côtoyer ces gens, à pouvoir discuter avec, tu en ressors tellement grandi, quoi. Et c'est pour ça que je vis faire du freelance tout seul, sans lead dans le même métier que toi et tout, c'est trop dommage. C'est trop, Ah, mais trop c'est dommage. sûr. Parce que même moi, Ah, c'est là, clair. j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie parce que je considère que j'ai encore trop de trucs à apprendre. Ouais. Voilà. Ah, c'est trop cool. Bah écoute, meuf, en vrai, genre c'était trop intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages qui étaient passés aussi, de gens qui disaient merci, en vrai c'était trop cool et tout, donc ça m'a fait trop plaisir. Il y a plein de sujets couverts, et ça, je crois que c'est ce que je préfère dans les interviews, c'est qu'au final, on a parlé de ce que tu as fait sur Flight Team, de ce que tu as fait sur Quadricolor, de ton site, même tu as donné des conseils pour les CV et tout ça, donc franchement, c'est trop cool. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, si certains ont des doutes, qu'ils m'envoient un message sur LinkedIn ou whatever, et sur leur vie, ou sur même des travaux qu'ils ont faits, pour avoir des retours, je serais ravie d'y répondre, quoi. Voilà. Trop sympa. Franchement, c'est trop cool. Bah, écoute, meuf, en vrai, si jamais t'as envie de dire autre chose, let's go, c'est ton moment. Et sinon, Merci, franchement, c'était trop sympa. merci à Et tous les gens qui étaient là. Ça me fait plaisir.
j'étais un peu intimidée évidemment de voir plein de monde et tout ça, mais ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par le métier du UI déjà. Ouais, franchement, c'est cool. En plus, là, les best conditions, je crois qu'il y a eu le raid juste avant, et du coup, c'est l'interview où il y avait le plus de monde tout le long de ce que j'ai vu. Je te dirai. Mais donc, trop contente que tu sois venue. Trop contente que Ouais. t'étais grave à l'aise en plus et tout. Donc, genre, tu sais, on sait jamais genre, comment ça peut se passer en live. Donc, ça fait trop plaisir. Et, Bah, merci et pour l'invitation, en tout cas, c'était trop sympa et, et ouais, si je peux aider pour ta chaîne ou quoi, n'hésite pas. trop gentil. Bah, trop adorable. Sur ce, bah, je vais aller coucher le chat comme d'hab. Du coup, je vais rester un peu en live, mais hop, attends, si je quitte ça, hop là, et je te libère. Oh, merci meuf, en vrai c'était trop sympa, merci pour ton temps. À Ciao. bientôt.